Voilà, c'est parti. Allez, je vous le disais, nous sommes en direct de France Université, locaux de France Université. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre consacrée, vous le savez, au fameux rapport Jouzel, en présence de Jean Jouzel himself. À mes côtés, il est à ma gauche, lui-même pour commenter, éclairer les stratégies des universités et des grandes écoles, évidemment des grandes écoles françaises et universités françaises. On sera là pour parler évidemment de ce qui se passe ici. Cela fait suite à la parution, vous le savez, de son rapport, le rapport de Jean Jouzel, sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et du développement durable dans l'enseignement supérieur. Les établissements y affichent des ambitions, même si bon nombre d'entre eux sont déjà engagés, ces établissements, dans beaucoup de stratégies de politique et sont engagés pour mener des actions concrètes en matière de formation, de recherche dans le développement durable, l'impact, la transition, la RSE. Alors, plusieurs invités partageront ces ambitions et leur vision. Bienvenue à nos confrères des médias qui sont ici et qui peuvent poser des questions. Alors, j'ai mon téléphone, j'ai un groupe WhatsApp et je peux transmettre les questions aux personnes qui sont là. Donc, vous pouvez y aller, et notamment à Jean Jouzel, puisque c'est lui qui pourra y répondre. Jean Jouzel, dont le rapport, hélas, a été un peu étouffé par l'actualité brûlante, si je puis dire, l'actualité triste de cette guerre, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, ou bien la sortie de Covid aussi, qui a aussi noyé dans l'actualité cette problématique pourtant au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos préoccupations aujourd'hui et a fortiori demain pour les prochaines générations. Vous êtes accueillis au nom des trois conférences. Je le disais, France Université, la conférence des grandes écoles et la CDFI pour les ingénieurs qui se sont associés pour vous questionner, pour échanger avec vous et que vous nous présentiez évidemment les grands sujets que vous avez abordés. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour. Elle va l'appuyer sur le micro. Voilà, vous savez, la petite garce. Bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes, ici dans cette salle et derrière l'écran. Merci Gilbert Azoulay. Alors, c'est vrai qu'on va rentrer tout de suite dans le débat. Pourquoi, et vous avez tenu à le dire, pourquoi il est essentiel que tout le monde comprenne bien ce que recouvre la transition écologique, parce que c'est un concept, mais ça recouvre des réalités bien concrètes. Oui, d'abord, merci, mais ce n'est pas mon rapport, c'est, je crois, notre rapport. C'est un groupe de travail vraiment extrêmement actif. Certains sont là, d'ailleurs, voilà, derrière l'écran, et je les remercie tous. Notre rapporteur Luc Abadi, c'est vraiment un travail collectif qui nous a pris 2 ans, parce qu'il y a eu des petits arrêts. Voilà, avec une mission quand même ambitieuse, former, sensibiliser et former 100% des étudiants à la transition écologique. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de transition écologique? C'est vraiment au sens large. Alors évidemment, je suis peut-être moi-même plus directement concerné par la transition climatique, la transition énergétique, mais tout aussi importante est celle liée à la biodiversité, bien sûr, à l'environnement en général, à la sécurité alimentaire, tout est là, mais c'est beaucoup plus large que cette transition, je dirais, environnementale. La transition dont nous parlons, c'est la transition complète de la société, c'est-à-dire que les aspects sociétaux, les aspects sociaux en font complètement partie, les aspects économiques, c'est évident, et aussi les aspects culturels. C'est l'ensemble de vraiment, je crois, du fonctionnement de la société. Et pour un jeune d'aujourd'hui qui est dans l'enseignement supérieur, eh bien quand même, disons qu'on a des échéances chiffrées. Bon, en termes de climat, bien sûr, neutralité carbone en 2050. On voit bien que les 3 prochaines décennies vont être très importantes et que tous ces problèmes sont liés. On a intérêt à limiter le climat, ça aidera à, disons, à préserver la biodiversité, et ainsi de suite. Donc, les 3 prochaines décennies vont être importantes. Et ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que cette transition, les jeunes d'aujourd'hui, alors elle nous concerne tous, elle concerne aussi ma génération, c'est pas ce que je veux dire, mais les jeunes d'aujourd'hui, ou bien ils la réussiront, ou bien ils la subiront. Disons, on ne peut pas échapper à cette transition, c'est ça qui est important, à toutes ces dimensions. Et vous insistez sur le fait que c'est les jeunes qui seront le bras armé de cette action pour la transition et qui seront même le moteur. Oui, je crois qu'il ne faut pas exclure l'ensemble de la société, les jeunes, mais disons les générations qui sont déjà au travail. Et d'ailleurs, nous avons cette idée aussi que la transition, justement, doit aller au-delà de l'université, mais vers la formation continue. Et d'ailleurs, nous invitons disons,
l'université, l'ensemble de l'enseignement supérieur au sens large, à s'investir plus dans cette formation continue, disons tout au long de la vie, à la transition énergétique. Évidemment, les jeunes qui sont aujourd'hui dans les écoles, dans les universités, quelle que soit leur filière, auront un rôle au cours des 3-4 prochaines décennies, peut-être plus important que moi-même, par exemple, soyons clairs. Donc, mais ils seront au cœur de la transition, mais ils n'apprendront pas tout seuls, je l'espère, et j'espère qu'ils la réussiront. Mais oui, les étudiants d'aujourd'hui ont un rôle tout à fait spécifique et il faut effectivement, il y a urgence, c'est ce que nous rappellent tous les rapports, que ce soit ceux du GIEC, de l'UPBES, et voilà, et aussi on voit bien que, voilà, si on parle de l'exemple de l'Ukraine, on voit bien qu'il y a une proximité entre cette transition énergétique, l'accès aux ressources, tout cela, c'est, disons, cette transition, c'est réussir effectivement. Comment fait-on pour que les jeunes d'aujourd'hui soient à l'aise dans le monde de demain? On l'a bien compris, mais il y a aussi l'idée qu'il faut former. La formation est essentielle, c'est-à-dire qu'on comprendra d'autant mieux qu'on sait de quoi on parle, en gros. Oui, la formation est essentielle. Alors, on ne part pas de rien hein, en termes de formation. D'abord, disons, il y a beaucoup de, disons, déjà d'établissements qui sont actifs par rapport à la transition, hein, d'établissements de l'enseignement supérieur. Nous avons dans notre rapport dressé un panorama, hein, donc assez large. Donc, on ne part pas de rien, c'est très clair. On ne part pas de rien non plus. Il faut assurer une continuité. J'ai parlé de la continuité vers, disons, l'enseignement tout au long de la vie. Il y a aussi la continuité très importante, me semble-t-il, avec, bien sûr, le primaire, le secondaire, c'est très clair, qui lui-même est en train d'évoluer par rapport à cette transition. Les programmes du secondaire se sont modifiés, je m'y suis intéressé. Je veux dire, voilà, donc, et cette continuité est nécessaire. Par exemple, on fait, je crois, une proposition, c'est de réunir les éco-délégués du secondaire, du lycée, que les éco-délégués, disons, établissent des liens avec, sur leur site avec les universitaires. Ça semble tellement naturel, ça commence à se faire aussi. Mais donc cette continuité doit être là. Quand on parle de formation, il y a aussi surtout déjà la formation des enseignants. Et ça, c'est de ceux qui vont former. En fait, bien sûr, moi, par rapport à cette transition, effectivement, je suis baigné avec d'autres dans cette transition, mais c'est aussi une politique de site très importante, de mutualisation, parce que sur un site donné, enfin j'étais à Rennes à en parler il y a 2 ou 3 jours, eh bien vous allez avoir dans une école, dans une université, dans un master, des enseignants qui sont déjà prêts à, disons, parler de la transition, de cette transition écologique au sens large, mais dans d'autres secteurs, voilà, des historiens, des géographes, des philosophes, il n'y aura pas, ou disons dans toutes les disciplines de la santé, eh bien, il n'y aura peut-être pas de gens. Donc, s'il y a pas, il faut une mutualisation sur le site des enseignements. Et donc, ça, je crois que c'est aussi une des caractéristiques très fortes. Donc, de ces recommandations. Une politique de site. Un point aussi que vous teniez à souligner, c'était les initiatives des jeunes, parce qu'on se rend compte, on le verra tout à l'heure, ils seront invités à cet échange. Eux, ils prennent les choses en main, en tout cas, ils exigent des prochaines générations et de leurs pairs et des décideurs des décisions rapides, et eux sont prêts à mener des actions. Et vous considérez que c'est important? Soyons clairs, ils sont quand même en partie à l'origine de cette initiative. Disons, la signature du manifeste des 15 000 il y a 3 ans a un peu remué nos. Disons, voilà. Oui, disons, ils ont déjà joué un rôle très important en s'exprimant, et je crois que ça a effectivement aidé à ce que cette transition, cette nécessité de prendre la transition au sérieux, eh bien, soit prise en compte complètement au niveau de Frédérique Vidal. Je crois que voilà, les étudiants ont joué un rôle, et effectivement, nous espérons que les étudiants continuent à jouer un rôle. Alors, voilà, par exemple, une proposition très claire, très simple qui est faite, c'est effectivement par rapport à l'HCERS, d'inviter l'HCERS, on ne peut pas les forcer, mais en tout cas, on peut leur suggérer, nous l'avons fait d'ailleurs, d'inscrire effectivement cette implication dans l'enseignement de la transition énergétique comme un critère d'évaluation des établissements, avec l'espoir qu'effectivement les jeunes, au bout de quelques années,
des étrangers, mais aussi chez nous, regardent effectivement ce critère par rapport à l'enseignement, parce que c'est l'espoir que beaucoup de jeunes, c'est notre espoir en tout cas, Coralie pourra nous dire, mais on parlera avec les étudiants, mais c'est notre espoir que les jeunes exigent, en tout cas, soient de plus en plus intéressés parce que cette transition se mettra en place, je l'espère, bien sûr, en tout cas sur différents aspects, et ce sera, je crois, une demande des jeunes d'avoir un enseignement très disons, volontariste, très bien construit par rapport à la transition. Il ne sera pas le même dans toutes les filières, c'est très clair. C'est pas... Ah bah oui, c'est vrai il y a beaucoup de liberté académique, c'est pas ça. Comment on les fait adhérer, les étudiants, mais aussi les enseignants et bien sûr les établissements. Alors, tout cela demande sans doute des moyens. On ne peut pas faire simplement avec des grandes idées et la bonne volonté. Est-ce que l'État doit accorder des moyens supplémentaires pour justement accompagner cette transformation, cette transition, pardonnez-moi, oui. La transformation non, aussi. Bon, j'ai bien aimé parce que, disons, le titre de notre rapport, c'est transition écologique, et dans cet entretien, c'est transition socio-écologique. Mais j'adhère complètement à cette idée, soyez-en bien sûr, il s'agit bien d'une transition socio-écologique, c'est très clair. Les moyens, eh bien, effectivement, nous sommes, alors peut-être certains nous le reprocheront-ils, nous sommes très peu directifs dans ce rapport. En fait, il y a très peu de, voilà, sauf... disons, la ministre, c'est 100%. Comment on fait pour avoir 100% des étudiants qui soient effectivement formés bon, il faut regarder aux 2 premières années. Donc, c'est vrai que la première recommandation, c'est, disons, vraiment de porter un regard sur l'enseignement de cette transition dans les 2 premières années. Et là, c'est le seul, pratiquement, disons, c'est pas du tout, mais la seule recommandation, je pourrais dire chiffrée, c'est-à-dire d'avoir 6 ETCS qui soient consacrés vraiment à la transition sur les 2 premières années, avec beaucoup de liberté, bien sûr, dans le contenu. Voilà. Mais quand on parle de 6 ETCS, enfin de 6 unités, donc modules, je dirais, eh bien, on ne parle pas forcément de modules nouveaux. D'abord, il y a beaucoup de possibilités, en tout cas. Enfin, moi-même, je ne suis pas enseignant, mais nous avions évidemment des enseignants dans notre groupe de travail. Et bon, disons, c'est cette idée aussi déjà d'intégrer la transition petit à petit, d'infléchir des modules qui existent et d'y intégrer effectivement, disons, un regard sur la transition. Alors, ça dépendra, mais on sent bien aussi qu'il pourrait y avoir création de modules, disons, tout à fait spécifiques, nouveaux. Et là, il faut effectivement que les enseignants soient aidés. Il y a aussi la formation des enseignants, comment on donne du temps aux enseignants qui ne sont pas formés, je l'ai dit, très peu sont formés, pour se former, tout ça c'est important, il y aura besoin de moyens, nous ne nous avons pas chiffré, c'est vrai, mais voilà, c'est important et disons, l'État, les établissements ont un rôle important à jouer. On peut aussi peut-être regarder ce qu'on peut faire du côté de l'Europe, il y a beaucoup d'initiatives, mais voilà. Et une de nos recommandations, c'est effectivement, disons qu'à l'issue de le plus rapidement possible, nous espérons, se mettre en place une structure pérenne où les établissements puissent aller effectivement trouver l'information sur la façon de financer, bien sûr, comme ici nous avons les directeurs d'établissement, c'est très important, voilà, donc vous savez comment faire généralement, mais c'est vrai que, disons, s'il peut y avoir vraiment cette structure pérenne où toutes les informations, je le redis, on ne va pas repartir de zéro, c'est vraiment déjà mettre, disons, faciliter l'accès aux ressources de tous ordres, aussi bien en termes de possibilités de financement, mais bien sûr de contenu, par rapport à ce qui existe, et puis bien sûr le compléter. Mais on ne veut pas repartir de zéro, effectivement, ce n'est pas... Bon, disons, c'est l'espoir qu'il y aura besoin de soutien, mais on peut aussi déjà faire... En tout cas, il y a déjà des choses à faire dans le contexte actuel. Mais il y aura bien sûr besoin de soutien. Et vous savez qu'on a les patrons de toutes les organisations, là, les conférences qui sont là. Est-ce que vous leur donnez quand même un bon point pour tout ce qui a été fait? Alors, certains ont commencé bien avant, ou est-ce qu'il y a encore du boulot? Il faut aller vite, encore plus vite, il faut accélérer. Moi, je pense qu'on peut donner des bons points à ceux qui se sont engagés. Il y a vraiment, disons, peut-être depuis peut-être l'accord de Paris a-t-il marqué un petit peu les esprits, mais il y a vraiment une prise de conscience dans l'établissement. Il y a plus de directeurs d'établissement qui osent dire je ne ferai rien chez moi. Je m'en fiche, non. Peut-être qu'il ne fait rien, oui, c'est ça, mais il fait semblant. En tout cas, il n'ose pas le dire, je vous assure. Voilà. Donc, oui, non, ça va. On espère que ça prendra du temps pour entraîner tout le monde. C'est ça.
bon, je comprends que, voilà, disons, les sciences de la santé, médecine et tout ça, ils doivent se et pourtant, c'est important aussi qu'il y ait une prise de conscience de cette réalité dans tous les domaines, c'est ça. Donc, il y a peut-être des domaines qui s'en sont éloignés et non concernés, mais bien sûr, ce sera aussi, je crois, bah, le rôle bien sûr, votre rôle à vous tous, aussi des présidents d'université, d'entraîner effectivement notre espoir, c'est que ce rapport, disons, vous y adhériez, là je m'adresse au directeur d'établissement, et voilà, et qu'après vous reveniez vers ce groupe de travail, où ce qui en bien sûr cette structure pérenne et qu'on interagisse. Mais il y a vraiment, nous sommes très conscients que ça prendra un peu de temps à se mettre en place, bien sûr, mais il faut y aller. J'en profite pour signaler à mes confrères qui nous écoutent, s'ils veulent poser des questions, ils peuvent interpeller M. Jouzel. Il y aura une séquence de questions avec la presse, évidemment avec les personnes qui nous écoutent. Vous avez évoqué le HCERS de Thierry Coulon il y a quelques instants. Qui dit HCERS dit évaluation, hein, vous n'êtes pas sans l'ignorer, mesure. Et est-ce qu'aujourd'hui, il faut évaluer, voire, je ne dirais pas sanctionner, mais en tout cas récompenser, le cas échéant, les établissements à la lumière justement de ces indicateurs de RSE, de développement durable, d'impact, de transition? Nous le pensons, oui, ça doit être un critère, bien sûr, qui prendra une place, nous l'espérons, notable dans l'évaluation des établissements. Et avec l'espoir qu'effectivement les étudiants aient un regard sur ce critère en particulier, c'est notre espoir, et que voilà, qu'il y ait un cercle vertueux qui se mette en place au niveau de la puissance publique, des enseignants, des établissements et des étudiants, qui fassent que tout cela soit une réussite, je l'espère, dans quelques années en tout cas. Bien sûr, on va avoir les renouvellements à chaque fois, voilà, donc ça prendra un peu de temps, mais je sais que oui, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, mais voilà, il faut entraîner tout le monde. C'est ça notre difficulté. Parce qu'on le rappelle, hein, l'enjeu de tout ça, c'est l'urgence. Hein. Ouais. L'urgence climatique, ce n'est pas un vain mot. C'est-à-dire que les échéances ne sont pas à un siècle, hein, elles sont plutôt quelques dizaines d'années. Enfin, Oui. Enfin, pour le climat, bien sûr, il y a cette date un peu butoir de 2050, mais disons, c'est vraiment les prochaines décennies, c'est-à-dire c'est la vie active des jeunes d'aujourd'hui qui sont dans vos établissements. C'est très clair. Donc, alors, voilà. Oui, juste, j'en profite parce que je n'ai pas de questions de journalistes. En revanche, j'ai quelques questions d'intervenants plutôt professionnels de notre milieu qui parlaient de référentiel. Vous avez évoqué, vous, hein, le référentiel. DDRS. Il y a même 5 compétences que vous demandiez d'acquérir ou de mettre en œuvre. Est-ce que 5, c'est trop? C'est pas assez? J'avoue, quand je l'ai lu, je ne savais que penser. Mais comme vous êtes Monsieur Jouzel, je me suis dit, ça doit être sérieux. Hein. Non, mais oui, alors on a des spéciales. Enfin, disons, il y a des référentiels qui sont sur lesquels, disons, on a travaillé. Il y a, disons, des différents référentiels, alors voilà, qui existent, mais on a construit à partir des référentiels existants, mais aussi en se basant sur, par exemple, le campus de la transition. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a, disons, voilà, donc on a reconstruit, en fait, pour moi-même, donc avec 5 compétences que je peux. Moi, je peux même, on en dit une chacun. Allez, voilà. Allez, dites la première. Appréhender les équilibres et les limites de notre monde par une approche systémique. On peut détailler, hein, je vous laisse détailler. Oui, mais l'idée, comment chacun d'entre nous devrait savoir comment disons, sa vie de tous les jours a une conséquence sur l'environnement local et global. Et ça, ce n'est pas le cas actuellement. C'est très clair. Saisir les ordres de grandeur et les incertitudes par une analyse prospective. Oui, bien sûr, ça c'est vrai pour tout. Il y a beaucoup, c'est vrai dans le domaine qui me touche, le climat, nous avons des certitudes, mais il y a aussi des incertitudes sur, par exemple, comment on va, disons, à caractère régional. Il ne faut pas non plus, il faut regarder la science, effectivement, avec, disons, ce que nous savons effectivement, mais aussi les incertitudes. Et c'est vrai, je crois, dans tous les domaines. Dans le domaine de la biodiversité, ce n'est pas si simple non plus, c'est plus difficile à quantifier. Voilà. Donc, c'est prendre un peu de temps pour regarder ce que notre environnement requiert comme attention, mais bien au-delà, je le redis aussi, on va parler de bassins d'emploi, de modifications. C'est très dur, par exemple, de savoir dans cette transition comment vont se modifier les emplois. Donc, par exemple, et c'est pourtant très important pour tous les établissements. C'est aussi, on souhaite aussi que, disons, à la clé de cette démarche, les emplois
pas forcément dans l'environnement, mais disons que ça facilite effectivement l'intégration des jeunes dans les entreprises. Je vous laisse dire le troisième, moi j'ai dit le deuxième. Ah oui, co-construire les diagnostics et les solutions. Ça, la co-construction, elle est effectivement à tous les niveaux, au niveau des établissements, des étudiants, des enseignants. Et ça, c'est une démarche et on voit bien que c'est très transversal. Donc, par exemple, si on se place au niveau des enseignants, très souvent, il y a besoin effectivement les enseignants sont plutôt, c'est eux qui nous le disent souvent dans des silos, et il y a vraiment un besoin, semble-t-il, enfin, oui, je crois, j'en suis convaincu, c'est éminemment transversal notre approche, et donc, voilà, les enseignants doivent aller vers des collègues, créer des cours ensemble, ou voilà, ou des modules, voilà, mais c'est aussi une co-construction avec les enseignants, enfin, nous l'espérons avec les étudiants. Il faut aussi que les étudiants se sentent concernés et prennent aussi, disons, il y a cette idée voilà, de co-construire, et bien sûr avec les directions d'établissement, c'est tout cela qu'il faut mettre en œuvre. Oui, il y a peut-être un effet générationnel, hein, que la co-construction, ça se fait beaucoup chez les nouveaux profs, les nouveaux enseignants, j'imagine, parce que c'est cette habitude, plus les nouveaux outils de collaboration permettent. Je ne veux pas dire que, passé un certain âge, on ne peut plus collaborer. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Non. Utiliser, allez-y. Utiliser les outils pour concrétiser les évolutions. Oui, là, par exemple, l'outil numérique en fait partie, mais c'est aussi l'expérimentation qui peut être, il peut y avoir disons, vous venez de discuter aujourd'hui de bâtiments, voilà, mais aussi, il peut y avoir aussi une réflexion sur, effectivement, tout ce qui concerne, disons, l'université, le campus, et ça peut être aussi une réflexion. Donc, je veux dire par là que ce n'est pas simplement l'enseignement, c'est aussi l'action qui peut être au niveau d'un campus. Et là aussi, agir en responsabilité, c'est un peu cela aussi. Voilà. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une échéance électorale qui se prépare. Des sondages sortent de tous les côtés. Là, j'en ai encore reçu sur mon fil d'actualité. Quelles premières mesures faudrait-il prendre selon vous pour aller dans la direction de tout ce que vous préconisez? Oui, alors, disons, vu de notre disons, un peu étroit, notre souhait, c'est vraiment que nous ayons, disons, voilà, avec Luc Abadi, nous irons voir la prochaine ou le prochain ministre de l'Éducation. On verra comment ça s'appelle. Ce sera peut-être un nom différent que celui du Métri. Et il y a un engagement de Frédéric Vidal à essayer de mettre en place une grande réunion du type de celle-là, mais avec, disons, un peu plus large, où effectivement nous essayons avec l'ensemble du groupe de travail de sensibiliser le maximum de personnes. Notre espoir, ce serait d'avoir cette réunion en mai ou juin. Voilà, on voit bien la difficulté. Ça veut dire qu'il faut que le prochain ministre se reprenne en main. Et puis, le rôle de l'État, disons, nous proposons de façon pas très directive, mais la mise en place d'une structure pérenne, c'est-à-dire s'il n'y a rien qui se passe, disons, le groupe de travail aura terminé ce travail avec la réunion, si possible, au printemps, mais ensuite, s'il n'y a pas une structure pérenne qui est mise, même légère, en place pour assurer disons, la mise en place, je dirais, en tout cas la suivre, parce que la mise en place, c'est vous qui les ferez, enfin, disons, bien sûr, dans vos établissements, mais s'il n'y a pas ce lieu névralgique où on peut s'adresser, eh bien, je crains que ça ne mette pas en route la transition. Donc, ça sera, pour moi, c'est vraiment une étape. Mais bien sûr, voilà, plus généralement, dans la campagne électorale, eh bien, oui, la transition n'a pas eu la place que moi j'espérais, je le dis franchement, ni que d'autres espéraient, mais ni l'enseignement, ni la recherche. Ce n'est pas que pour ce qui me concerne, le climat, l'énergie, mais c'est aussi vrai, on a beaucoup de regrets que la recherche parce que la recherche est concernée aussi. Hein, je souhaite, ce n'est pas simplement l'enseignement. Hein, on parle bien de l'ensemble des établissements. Dans un établissement, tout le monde est concerné, y compris les administratifs. C'est l'ensemble de l'établissement. C'est ça qui est important. Et la recherche est tout autant concernée que l'enseignement dans cette démarche. Voilà. Et j'ai le regret, effectivement, je le dis, que à la fois recherche, enseignement, transition ne soient pas à leur place dans cette campagne électorale.
Oui, dans mon souvenir, France 2030, je parle sous le contrôle de nos représentants des conférences. Dans France 2030, il y a un item transition et qui, pour les investissements d'avenir, Ouais. 54 Oui. milliards quand même tout de même qu'il faudra dépenser. Je pense qu'il y a une ligne sur la transition. C'est Oui, peut-être pas assez, vous allez me ça, dire. oui, mais c'est un peu indépendant de la campagne électorale. Je veux Ouais. dire, c'est ça que je veux dire. Si vous avez entendu le mot recherche dans la campagne électorale, Ah non, faites-moi signe. Non, mais faites-moi signe. mais non, mais Donc, voilà. je veux bien vous faire signe, mais est-ce que ça servira? Est-ce que ce sera utile? Alors, je Ça me serait quand retourne même vers bien. mes amis du back-office. Est-ce qu'il y a des questions de nos confrères? On me dit que c'est Émeric Fortin qui est le spécialiste de ces 5 compétences Bah dont vous oui, il avez. est très bon, Émeric. Émeric, tu veux commenter? Il est où, Émeric? Ben non, il n'est pas en direct. Mais si, il est derrière son écran. Bah oui, mais C'est vous lui qui savez, pose la question. Ah non, alors, il n'a pas le droit, il est mais dans non, le con. avec le digital, c'est compliqué d'interpeller quelqu'un s'il n'est pas connecté. C'est une nouveauté du digital, évidemment. Il faut un micro, par exemple. Alors, je suis Voilà. connecté par le Ah, micro, je ne sais pas si vous m'entendez. il est là. Oui. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Un commentaire, vous êtes le spécialiste, vous avez vu. Oui. C'est comme ça qu'on vous a présenté. J'en suis très honoré, très flatté. Oui, les 5 compétences sont essentiellement reparties de celles qui avaient été proposées par France Université, la conférence des grandes écoles, il y a en 2016, il y a 6 ans, comme étant effectivement, et c'est des compétences qu'on retrouve dans à peu près tous les référentiels, le référentiel de l'ONU, même ce qui a sorti l'Europe là en termes de formation, enfin de green competence, on retrouve des choses qui sont très proches. Sur effectivement, l'idée c'est de dire que à la fois évidemment on a besoin de connaissances pour être averti, mais ça je dirais c'est essentiellement, et Jean Jouzel l'a bien rappelé, l'enseignement secondaire et primaire déjà qui alerte et qui donne ses connaissances sur le monde dans lequel on évolue, sur notre impact sur la biosphère et sur l'ensemble des challenges. Ces connaissances ont vocation peut-être à être approfondies, à être je dirais, bien entérinées, mais elles sont déjà présentes. Et puis, on est dans un monde de toute façon où la connaissance devient une compétence. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est aussi de savoir aller chercher la bonne information, de savoir analyser la valeur d'une source, de savoir comparer des sources. Et il est évident que personne ne peut avoir en tête l'ensemble des ordres de grandeur et des enjeux de manière précise. Ce qui est important, c'est d'avoir une cartographie de ces enjeux, de savoir qu'effectivement, on est face à des problèmes qui sont systémiques, à la fois dans leurs différentes dimensions environnementales, mais aussi dans le lien entre l'environnement, la société et l'équité. Et donc, les 5 compétences, elles ont vocation à la fois à permettre justement de devenir acteur des transitions en ayant les bonnes façons de poser les problèmes. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde dont la complexité impose que savoir résoudre un problème bien posé n'est pas la compétence primordiale que doit permettre d'acquérir l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, aujourd'hui, il a vocation à apprendre aux gens à appréhender des problèmes complexes, et d'où la nécessité de construire ensemble à la fois les diagnostics et les solutions, parce que personne ne peut avoir une appréhension complète et parfaite des problèmes depuis son bureau. Donc, c'est important d'échanger avec les gens concernés. Et puis, c'est important de co-construire des solutions qui articulent des dimensions techniques, des dimensions organisationnelles, des dimensions comportementales, des dimensions économiques, juridiques, etc. Donc, je ne sais pas si vous voulez que j'aille plus loin. Oui, mais c'est parfait. Voilà, on les a déjà je demande à M. Jouzel s'il est d'accord. Tout à fait. Merci, Émeric. Vous savez, c'est notre invité vedette, c'est notre vedette, c'est lui qui ouvre et qui conclut. J'ai une dernière question. Vous savez, hier se tenait le grand taux de l'association, vous savez, pour un réveil écologique, ces étudiants qui se sont mobilisés. Et dans le grand taux, ils présentaient des chiffres. Et on arrivait à un chiffre, 8 jeunes sur 10 se disaient qu'ils n'iraient pas travailler dans une entreprise qui ne soit pas impeccable sur cet item. Est-ce que c'est déjà un premier réveil ou c'est déjà une première solution? Ce serait si c'est vrai, ce serait formidable. J'espère que ça se concrétise. Bien sûr, c'est l'espoir que, disons, il y a ce désir de formation à la transition qui émane des étudiants, bien sûr. C'est le levier principal pour moi de cette grande réforme qui devrait se mettre en place.
Ok, on n'a pas de questions de nos confrères, donc ce que je vous propose, si Johanna et Xavier sont d'accord de France Université, on va enchaîner avec le débat avec nos responsables des conférences, comme ça nous permettra d'avoir un peu plus de temps parce qu'on a beaucoup de choses à dire, vous le savez bien qu'on est contraint, vous restez à côté de moi, hein, monsieur Jouzel, vous êtes là, vous ne bougez pas, hein, d'accord, on va faire une transition, si vous êtes d'accord, vers un sujet suivant, sur l'engagement et le rôle des établissements d'enseignement supérieur. Alors, Manuel Tunon-de-Lara, qui est à ma droite, président de France Université. Il sort de la Cour des comptes où il parlait rénovation des bâtiments. Donc, on est en plein dedans, si je puis dire. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci à tous pour ce webinaire et je salue là tous les participants. Nous avec. Je finis mon petit tour de table. À côté de vous, Mathias Bernard, qui est président du comité de la transition écologique et sociétale à France Université. Lui, c'est l'expert, hein, si je puis dire. Comme Émeric tout à l'heure, il apportera des éclairages. Laurent Champanet, il est à ma gauche, il est président de la conférence des grandes écoles. La conférence des grandes écoles qui s'est engagée depuis longtemps, hein, depuis belle lurette, hein, sur ce sujet-là. 2003, la première charte était signée chez vous. Bonjour Laurent. Et oui, il y a Denis Guibard. Est-ce que Denis est connecté avec nous? Denis, je vois votre nom s'afficher. Bonjour. Bonjour Denis. Ouais, vous êtes là. Vous êtes où exactement d'ailleurs? Parce que vous n'êtes pas à l'IMT, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bien compris. Pardon? Vous n'êtes pas aux mines, là, vous n'êtes pas dans votre école, vous êtes ailleurs. Je suis chez moi, confiné avec le Covid. Oh, bah zut. Vous avez une bonne tête, hein, comme quoi il reste en intensité. Sinon, j'aurais été avec grand plaisir avec vous, mais j'ai préféré rester chez moi compte tenu des situations. Oui, et nous aussi. Vous êtes président de la commission développement durable et responsabilité sociétale de la CGE, de la conférence des grandes écoles, aux côtés de Laurent Champanet et Jacques Fayolle, le président de la CDFI, c'est les ingénieurs, évidemment. Et évidemment, vous serez d'accord avec moi que la solution pour faire face à cette transition nécessaire, elle passe par la technologie et par les ingénieurs, Jacques. Absolument. Ouais. Vous ne pouvez pas me dire le contraire en même temps. Non, mais on détaillera tout à l'heure. Manuel Tunon-de-Lara. Alors, on commence avec vous. Vous sortez d'un grand taux, vous aussi, à la Cour des comptes. Vous parliez rénovation. Et là, on est en plein dans la transition, dans la transformation nécessaire des bâtiments. On parle chauffage, on parle climat, on parle impact, évidemment. Et vous teniez à préciser d'ailleurs que les campus ont un rôle d'exemplarité sur cette transition et d'affichage des universités. Ça me paraît essentiel. Jean Jouzel disait tout à l'heure, la jeune génération, là où elle est actrice, où elle va subir. Les universités, les établissements d'enseignement supérieur, c'est la même chose. Ils sont sur le devant de la scène. Ils ont la recherche, ça a été évoqué, la résolution des problèmes complexes. Ils ont la population étudiante dans un environnement et la formation. Et cette population étudiante, en plus, non seulement elle veut donner du sens effectivement aux études, à son métier, c'est aussi ce qui porte les générations suivantes. Donc l'environnement dans lequel ils ont l'enseignement et la recherche est très important. Et il me paraît impensable pour moi que les directeurs d'établissement, présidentes et présidents d'université, n'aient pas effectivement dès aujourd'hui un schéma stratégique sur le plan du développement durable, de la transition énergétique, parce que c'est porté par les étudiants, même s'ils ne le voulaient pas, ils y seront contraints. Vous savez que certaines universités qui étaient très avant-gardistes dans le développement durable, je pense à des universités irlandaises, ça s'est fait parce que le moteur étudiant avait imposé ça, l'avait amené. Et aujourd'hui, les recommandations du rapport de Jean Jouzel nous confortent dans cette idée qu'il faut avoir cette politique avec ses priorités. Ça se décline dans la formation, ça se décline dans la recherche, ça se décline dans l'environnement de tous les jours. Alors, effectivement, on discutait avec la Cour des comptes, c'est une grande partie de l'immobilier de l'État. Nous, dans nos propositions pour la présidentielle, on dit saisissons-nous collectivement de l'immobilier universitaire au sens large pour en faire des campus de transition, des campus expérimentaux et relever concrètement le défi. Ça passe par des contrats, ça passe par des objectifs à se fixer ensemble. Combien ça coûte? Parce que là, quand on parle de rénover les immeubles, les appartements, j'imagine que rénover le parc immobilier universitaire, c'est colossal. Oui, moi je pense que c'est un investissement d'abord,
Combien ça coûte? On peut vous donner des chiffres. On évoquait 15 milliards là, tout à l'heure sur le parc. Mais je ne suis pas sûr que ça soit la bonne approche. C'est le moment de demander de l'argent. Hein, vous savez, c'est le moment. Quels sont les équilibres des modèles économiques que l'on a? On a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui sont encore des passoires énergétiques. Discutons du prix du gaz et du fonctionnement. Discutons des grands environnements de recherche. Il est essentiel de faire cet investissement-là aussi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. C'est votre concert, Madame Drachtemam, qui me disait qu'ils avaient reçu une note des achats publics sur l'augmentation de la note d'énergie. Donc, il est plus qu'urgent d'être en capacité de ne plus avoir des sauts de prix comme ça qui j'imagine, pénalisent les budgets si on n'a pas anticipé. Parce que c'est de l'argent perdu en plus, payer une augmentation de l'énergie. Mathias, parlons, la vision. Vous avez une vision plutôt systémique, vous proposez une vision systémique quand on parle de sujet, mais aussi sur les formations, parce que c'est vraiment un sujet clé dans les universités, puisque c'est des lieux de formation. Et c'est là que se joue, évidemment, pas simplement sur les bâtiments, mais aussi sur les formations. Oui, c'est sur les formations d'abord, parce que ça s'adresse aux étudiants. Je crois qu'effectivement, et du coup, et ça renvoie aussi, c'est pour ça qu'on parle d'approche systémique, ça renvoie à la fois à la recherche, parce que nos formations, bien entendu, elles sont assises, elles sont adossées à la recherche qui se fait évidemment dans nos laboratoires. Et puis, effectivement, pour revenir à la problématique immobilière, effectivement, on ne peut pas envisager d'avoir des formations à la transition dans des passoires énergétiques, justement. Donc, du coup, on sait bien que la sensibilisation aussi aux enjeux de la transition, elle passe également par la vie de campus, par des pratiques éco-responsables qui peuvent être expérimentées en commun, justement, dans des espaces et qui est notre patrimoine universitaire. Alors, sur le volet de la formation, je pense qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Il y a bien sûr des formations déjà qui sont dédiées à différents niveaux, d'autolicence professionnelle, master, diplôme d'ingénieur, doctorat, etc. L'enjeu, il me semble, du rapport Jouzel, c'est quand même vraiment de fixer cet objectif volontariste qui est justement ces 100% d'étudiants niveau Bac+2 qui sont formés. Ça, je crois que c'est vraiment affiché. Voilà, c'est ça vraiment la nouveauté. Et ça, c'est vraiment, ça nous impose effectivement de franchir un cap. Et je crois qu'on peut effectivement le franchir de plusieurs manières. D'abord, en montrant quand même que cette thématique de la transition écologique, sociétale, environnementale, elle est pluridisciplinaire. Elle concerne toutes les disciplines. Ah oui. On a parlé effectivement des sciences pour l'ingénieur, bien sûr, la technologie, bien sûr, mais aussi les sciences du vivant, mais aussi l'économie, le droit, les sciences humaines, les sciences sociales, la littérature aussi, parce qu'il y a des enjeux de culture, de représentation. On sait bien que peut-être les résistances à certaines évolutions comportementales, elles sont peut-être pas forcément seulement techniques, mais elles sont d'abord effectivement mentales. Donc, effectivement, il faut aussi travailler là-dessus. Donc, je crois que vraiment, aucune formation n'est extérieure à ces enjeux-là. On est en mesure de réformer les formations, les maquettes pédagogiques, en fait. C'est ça qu'il faut attaquer. Alors, oui. Donc ça peut effectivement prendre du temps, mais c'est pour ça effectivement que la formule qui est proposée, qui est un module dans un cursus avec beaucoup de liberté, 6 ECTS, ça c'est faisable. Déjà aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités qui ont expérimenté ce type de module pluridisciplinaire avec d'ailleurs parfois un tronc commun vraiment pour l'ensemble de nos étudiants et puis parfois des ajustements disciplinaires. Vous parlez même de formation certifiante d'un moment. Voilà, ça peut être certifiant, c'est pas forcément bon. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment effectivement, il faut répondre à une urgence. Après, je dirais que l'intuition du rapport, c'est quand même de dire à partir du moment où on va implémenter une sensibilisation déjà sous la forme d'un module de 25 heures, 30 heures, 6 ECTS, ça va forcément avoir un effet transformant sur l'ensemble des formations. Les étudiants vont demander effectivement un approfondissement dans la suite de leur cursus. Les enseignants vont être aussi formés à ce type de problématiques et du coup vont aussi vouloir approfondir, etc. C'est vraiment un amorçage qui doit être volontariste. Et après, moi, je suis persuadé effectivement que les choses, il y aura un effet boule de neige. Un effet boule de neige, par exemple, dans les grandes écoles. Laurent, je le disais, ça fait depuis 2003, vous avez signé une première charte. Alors, signer une charte, ça ne veut pas dire que c'est un début. C'est un début. Comment vous réagissez d'abord aux propositions? Est-ce que tous les étudiants qui rentrent en première année, parce qu'il y a des écoles à LCGE après le bac ou des écoles après la prépa, donc comment vous voyez les choses? Oui, on les forme de plus en plus et même plus que ça. C'est-à-dire que on parle là, on est l'enseignement supérieur, on parle de l'enseignement supérieur, on forme quand même des gens avec des niveaux élevés de diplôme, on forme des gens qui vont être des cadres,
des ingénieurs, des médecins, des juristes, des enseignants, des managers, donc des gens qui vont avoir de l'impact et qui sont les gens qui seront aux manettes demain. Et donc, c'est surtout eux qui peuvent faire changer les choses parce qu'ils seront au pilotage de la société, au pilotage des entreprises. Et c'est pour ça, je pense, en particulier en pensant aux entreprises, que la CGE a bougé depuis un moment. Et on parle de jeunes qui vont passer à l'action. Alors dans les compétences dont on a parlé, il y a effectivement être conscient d'eux, savoir mesurer, mais il y a aussi co-construire, co-réaliser. Et ces jeunes, ils veulent passer à l'action avec nous. Et nos campus, qui sont des micro-sociétés, des micro-entreprises, c'est le bon endroit pour faire avec ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec Manuel. On ne peut pas leur faire travailler ça dans des bâtiments qui ne sont pas aux normes, en s'imposant pas, nous, les règles qui sont celles qu'on veut co-construire ensemble. Je signale que pour un réveil écologique, c'était chez vous hier soir. Et oui, donc c'est quand même tout un symbole. Les Arts et Métiers, les plus grandes écoles d'ingénieurs, c'est le signal quand même de quelque chose. Donc, ces jeunes-là, il faut qu'on fasse avec eux. Et puis, comme le dit Manuel, c'est eux qui nous tirent, quoi. Donc, nous, il faut qu'on l'accompagne. Pas dire, il faut qu'on court derrière eux, parce qu'on essaye d'aller à côté. Mais voilà, c'est extrêmement important que cette jeunesse-là, et je comprends son désarroi à cette jeunesse qui va être aux manettes pendant le quinquennat qui vient, ne pas voir que ce sont des sujets qui intéressent les futurs présidents. On est toujours plus indulgent avec les universités parce qu'il y a un effet massification à un grand nombre. On est beaucoup moins indulgent parfois dans les grandes écoles ou plus agile et qui. Sans doute. On attendait plus. Voilà. C'est vrai que nous, les écoles sont plus petites. Elles ont peut-être l'agilité d'une entreprise, mais qui a ses contraintes aussi dessus. L'université, c'est un modèle réduit de la société avec toute sa complexité, toute la masse à bouger. C'est les problématiques qui sont différentes, mais qui sont toutes aussi complexes les unes que les autres. Et il faut préparer les jeunes aux deux problématiques. Vous savez que votre collègue, si je puis dire, Denis Guibard, est à la maison. Il n'est pas alité, il a l'air frais, fringant, si je puis dire. Denis, votre réaction comme président de la commission développement durable et responsabilité sociale, je sais que ça fait longtemps que vous suivez ces dossiers. Vous étiez dans une grande entreprise française de l'industrie française des télécoms, donc je connais Denis depuis combien? 15 ans, Denis. Mettez le micro parce que. Oui, je connais Denis depuis 15 ans. Je connais effectivement depuis le temps où je m'occupais de développement durable chez Orange, pour citer l'entreprise. Je ne sais pas le dire, vous l'avez dit. Moi, je l'assume pleinement. Donc, il n'y a pas de. Alors, revenons à nos moutons, si je puis dire. Alors, votre regard sur ce sujet-là, alors, visiblement, Orange avait pris le pli du développement durable. Les écoles l'ont pris à un rythme varié et très différencié parce qu'il y a beaucoup d'écoles après tout. Et votre regard sur ce sujet-là, vous avez travaillé particulièrement dans les établissements. Je pense que, et je vais reprendre un petit peu beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord, comme d'autres, je salue le travail de ce groupe de travail et le travail piloté par Jean et les recommandations qui sont faites. Donc, le premier regard que j'ai ensuite, c'est d'attendre très fortement la suite de ce rapport et de ces recommandations et la mise en œuvre de ces recommandations et la reprise par le politique, quel qu'il soit après cette phase d'élection, de ces recommandations et la mise en musique. Parce qu'un certain nombre de choses dépendent des établissements, quels qu'ils soient, mais il y a aussi besoin d'une mise en musique, d'une orchestration et d'une animation au niveau national. Je pense qu'il y a une dynamique qui est à l'œuvre depuis quelques années. Je l'ai bien vu en tant que président de la commission des DRS de la CGE. Il y a quelques années, le sujet mobilisait modérément mes collègues directeurs des grandes écoles. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui et c'est absolument essentiel. On a vécu longtemps avec les initiatives d'un certain nombre d'acteurs. Il y en a toujours eu dans les grandes écoles et dans les universités qui prenaient des initiatives, qui faisaient bouger un petit peu les choses, mais tant qu'il n'y avait pas une volonté d'en haut pour animer et relancer, valoriser ces actions-là, ça restait un petit peu à petite échelle. Et le développement durable, je dis souvent, ça doit exister à tous les étages, y compris à l'étage de la direction. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'étage de la politique. C'est aussi ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui donne une chance, une opportunité d'avancer à partir de toutes ces bases. Et pour reprendre ce que disait Laurent, je crois qu'il est absolument essentiel que tous les étudiants qui sortent de nos établissements, que ce soit les universités ou les grandes écoles, soient plus que sensibilisés au sujet, parce que c'est exactement ce que disait Laurent. C'est eux qui vont être aux manettes, qui vont avoir une capacité d'action supérieure à la moyenne, je dirais, des sites de nos concitoyens, de par les fonctions qu'ils vont occuper dans les entreprises. Parce que, qu'on le veuille ou non, et là je reprends un petit peu ma casquette de chez Orange, les entreprises qui sont sans doute vues comme la cause d'un certain nombre des problèmes environnementaux que nous connaissons, sont aussi sans doute le lieu où il y a le plus de solutions qui existent.
que ce soit… Je vais dire ça à Total, à l'Institut Polytechnique. Hein, ils Oui, doivent mais que ce avoir soit un par peu… des solutions, et un point important, et je pense que peut-être que Jacques y reviendra aussi, par des solutions technologiques, mais l'essentiel de tout ça, et c'est pour ça que je reprends aussi le point de Jean, que ce qui est important, c'est de voir que c'est une transition socio-écologique, et que la dimension sociale, la dimension humaine, la dimension d'acceptabilité des transformations, des indispensables transformations qu'on a à faire est extrêmement importante, et que c'est aussi quelque chose qu'il faut que l'on enseigne dans nos écoles et nos universités, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça qu'il est aussi important qu'à côté d'un cours de base de 6 ECTS dans un cours dédié, il est extrêmement important, et c'est ça qui est le plus grand challenge, je pense, c'est que les questions de développement durable, de transition écologique doivent irriguer toutes les disciplines. Mais comment on gère… Exactement Pardon, ce qui se allez-y. passe dans les entreprises. Avant, dans les entreprises, il y avait la direction RSE, développement durable dans un coin, et puis on faisait business as usual. Ça se transforme vraiment quand le marketing, quand l'ingénierie, quand la recherche, quand la finance intègrent cette dimension, ce qui veut dire qu'il faut qu'on forme toutes ces disciplines-là à prendre en compte ces enjeux. Merci Denis, je vous connais par cœur, je sais que si je vous cède la parole, vous ne me la rendrez pas. Donc, juste Surtout un mot, sur ces sujets-là. Laurent. Laurent, comment on résout cette injonction contradictoire? Je parlais de Total, vous savez, à l'Institut Polytechnique, qui s'est fait quand même un peu… Bon, bref. Comment on fait? Parce qu'il y a des vraies problématiques. Pour vous, vous êtes confronté à des entreprises, des grandes entreprises qui sont peut-être pas comme vous le souhaitez dans vos rêves les plus fous. Oui, alors, on se dit, enfin, on essaie de convaincre et on essaie de faire que ces entreprises puissent convaincre nous et surtout les jeunes de leurs bonnes intentions. Hein. C'est vrai que et les jeunes plus que nous sont très sensibles aux questions de greenwashing, hein, avec des définitions qui vont beaucoup plus loin que les nôtres. Hein. On se dit que effectivement. On ne peut pas forcément lutter contre les oppositions de ces jeunes sur ces sujets-là. Ça ne nous empêche pas de travailler avec ces entreprises, de former des cadres qui vont y aller, de faire des projets de recherche ensemble. Donc, on les fait avancer quand même si elles ne sont pas physiquement présentes sur nos campus. Alors, Jacques Fayolle est avec nous. Alors, beaucoup disent que la transition passera par la technologie, par les ingénieurs. Hein. Beaucoup voient dans les ingénieurs les sauveurs du monde. Alors, vous l'avez dit, il y a les sociologues, les historiens, les philosophes, les démographes, tous ceux qui font des sciences molles, comme on dit, pour les opposer aux sciences dures, n'empêche qu'elles sont importantes. Alors, chez les ingénieurs, plus encore, la pression est grande, j'imagine. Je ne sais pas si elle est plus grande qu'ailleurs, mais elle est très présente. Clairement, on dit effectivement que les ingénieurs, c'est les médecins du monde. Donc, on a une question aujourd'hui de travailler sur l'ensemble des processus. Nos étudiants ingénieurs aujourd'hui seront les cadres dans les entreprises de demain. Et il faut accompagner cette transition sur l'ensemble des processus. Donc, ça passe sur la formation, ça passe sur la production de connaissances, ça passe par la valorisation, le transfert dans les entreprises. Et de ce point de vue-là, il y a une attente forte des élèves, il y a une attente forte des enseignants pour insuffler ces éléments-là, et les établissements accompagnent ça. Les enjeux aujourd'hui, pour nous, ils sont nombreux. Il y a un enjeu de formation de notre corps enseignant qui est clair, parce que ces questions-là, elles doivent être traitées de manière systémique. Évidemment, il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont en place dans les établissements. Il y a des modules de spécialité pour apprendre à faire un bilan carbone, apprendre un certain nombre de choses, j'allais dire spécifiques, mais l'enjeu, il est de mettre ces questions de transition écologique et socio-écologique dans l'ensemble des modules. Et quand on fait un cours de photonique, quand on fait un cours d'intelligence artificielle, comment on traite ces questions-là? Ah oui. Donc, on a un enjeu d'accompagnement de notre corps enseignant et de l'ensemble de nos parties prenantes. On a un deuxième enjeu qui est celui, effectivement, de mettre ces questions-là au cœur du système. C'est des éléments d'attractivité, ça doit être des éléments d'attractivité de nos écoles, ça doit être des éléments d'attractivité aussi des emplois. Et on le disait tout à l'heure sur les entreprises, le jour où les entreprises mettent dans leur recherche d'emploi le fait que les cadres qui recrutent demain ont cette formation-là et que c'est un élément différenciant, là, il y a un cliquet qui est franchi. Et enfin, on le disait, par nature, l'ingénierie est interdisciplinaire et les solutions, elles sont à la croisée des chemins. Et donc, on a besoin de travailler tous ensemble. Et le fait que les 3 conférences
soient réunis là pour soutenir cette action-là. Voilà, c'est assez fondamental parce que, évidemment, les écoles d'ingénieurs ont leur rôle dans les sciences et technologies, mais ça touche l'ensemble des disciplines et donc on a besoin de travailler ensemble sur ces questions. En termes d'affichage, vous savez que vous connaissez le label DDRS, développement durable et responsabilité, responsabilité sociale. Alors on pose la question s'il ne faut pas le simplifier, parce qu'il est compliqué. Mathias, c'est vous le spécialiste. Disons, il est compliqué, non, enfin, il est exigeant, c'est normal, hein, c'est un label. Et comme tout dispositif de labellisation, effectivement, il joue quand même aussi un effet levier pour justement faire avancer les établissements. Mais enfin, bon, c'est un référentiel là encore sur lequel on évalue aussi dans le cadre du processus de labellisation, on évalue aussi la trajectoire, le projet, etc. C'est pas non plus, voilà. C'est une démarche qualité, mais qui nous semble effectivement, voilà. Je vous pose la question, Mathias, je ne vous non, rien. Si je peux dire un mot là-dessus, parce que en plus, effectivement, Laurent parlait des tailles d'établissements. Je pense qu'il y a plus d'établissements de petite taille qui ont pu au début avoir ce label. Bon, moi quand j'étais président de l'Université de Bordeaux, on a fait cette démarche. Au-delà du contenu, des choses dont on peut discuter, la démarche est fondamentale, parce que vous mouillez tout le monde, c'est l'équipe de direction, vous mettez vraiment, c'est un défi interne. Je pense que c'est très important d'aller vers ce type de démarche, même si c'est plus difficile pour un très grand établissement multidisciplinaire. Je pense que c'est une... Georges Jouzel, vous réagissez parce que vous en parlez, je crois. Oui, on en parle, bien sûr, on cite des DRS et on encourage, effectivement, c'est plus un encouragement des établissements à s'y impliquer, mais je comprends très bien que ça peut être différent, disons, par chaque établissement n'a peut-être pas les mêmes difficultés ou c'est peut-être plus contraignant pour certains grands établissements, mais on encourage effectivement disons, à s'engager dans des DRS. On est sur des questions. On est sur des questions un peu. Oui, Denis, allez-y. Un tout petit point sur le label. Je crois qu'effectivement, le label, il est riche, mais il est systémique, comme les problèmes auxquels on s'adresse. Et il rejoint l'ensemble des composants de notre activité, l'enseignement, la recherche, la gouvernance et notre propre impact. Ce qui a été évoqué aussi, on ne peut pas prêcher l'amélioration et la transition et pas la pratiquer nous-mêmes. Et donc, effectivement, il est complexe, mais comme ça a été dit, il embarque aussi tout le monde. Et c'est ça qui est important. Il est vraiment important sur tous ces sujets-là que ça ne soit pas un coin isolé dans les organisations, mais que ce soit complètement transverse et que tout le monde embarque sur le sujet. Le face-à-face pédagogique, on dit au fond, ça devrait être l'alpha et l'oméga de la formation et pas un label nécessairement. La question que je viens de recevoir, je mets le micro d'autorité, vous avez vu. Répondez sur visiblement, on pose la question sur, au fait, ce qui compte, c'est qu'on ait vraiment une prise de conscience avec des cours et pas simplement un label. Vous parlez de 6 ECTS, ça représente des cours. C'est 30 heures et quelques. Oui, on a. Voilà, disons, il faut aussi des connaissances. Disons, des connaissances. Voilà, par exemple, des connaissances qu'il faudrait. Donc, un bac+2, les impacts, on en a cité 4, les impacts sur l'environnement à l'échelle planétaire, à l'échelle locale, les enjeux de société et de gouvernance et le passage à l'action. Donc, voilà, il y a aussi des connaissances. Disons, il faut c'est pas simplement, effectivement, le DDRS, il y a des choses à savoir, il y a effectivement des ordres de grandeur, il y a des mécanismes, c'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, je suis sûr qu'avec, disons, effectivement, ces 6 DCS, on peut rentrer dans la vie en sachant de quoi on parle quand on parle de transition écologique. Mathias. Après, peut-être pour prolonger la réponse, je pense que ces connaissances, elles peuvent s'acquérir par des modalités différentes. Ça peut être effectivement un cours magistral, ça peut être de l'hybridation entre effectivement un MOOC, par exemple, et puis un complément tutoré. Ça peut être aussi des projets collectifs où les étudiants sont eux-mêmes acteurs et après, effectivement, et où ils démontrent effectivement des compétences qui sont ensuite certifiées. Enfin, je crois que là encore, la notion de liberté pédagogique, elle est vraiment importante et je pense que si on veut que nos communautés enseignantes et étudiantes d'ailleurs s'approprient
également cette proposition. Je pense qu'il faut vraiment laisser le champ libre à toutes les innovations pédagogiques possibles et pas être simplement sur un seul modèle, je dirais, de cours ou de formation. C'est vraiment cette idée-là qui me semble essentielle. La CTI, d'ailleurs, vous connaissez bien. Ah bon? On parlait du HCERS, mais la CTI aussi, elle a mis en place des procédures. Alors, effectivement, aujourd'hui, toutes les écoles d'ingénieurs qui rentrent à partir de cette année dans les phases d'évaluation ont, dans ce cahier des charges-là, comment est-ce que le champ des DRS est adressé à la fois en formation, en recherche et en transfert. Et donc, demain, tous les ingénieurs qui sont passés par ce cadre-là, avec la liberté individuelle, effectivement, de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on transmet ça, ont ces compétences-là gravées, insufflées. Voilà. Donc, aujourd'hui, côté ingénieur, l'évaluation est en place. Après, on sait qu'il va falloir accompagner les établissements sur l'ensemble des champs. On disait tout à l'heure, on est à un moment d'élection. Tout ça va nécessiter quand même des moyens. On a besoin de former des gens, on a besoin de former plus d'ingénieurs pour accompagner cette transition. On lance une filière, on relance une filière nucléaire. La filière nucléaire, il va falloir 2-3 ingénieurs. On m'a dit 4000 supplémentaires. Voilà, il va falloir former des gens sur ces champs-là. Beaucoup de gens à former. Moi, j'aimerais aussi revenir sur la CGE, la conférence des grandes écoles que je ne présente pas, mais elle aussi, elle évalue. D'abord, pour rentrer à la CGE, on passe par certaines. Les MS, les MSI sont évalués. Là aussi, il y a une possibilité aussi de faire quelques piqûres de rappel sur ces sujets. Oui, bien sûr. D'autant plus que bon, il s'agit de formation terminale, de formation un peu agile, sur des formats un peu courts, qui sont déjà des lieux d'expérimentation. Donc, déjà, beaucoup de ces formations étaient en avance sur ces sujets-là. Donc, bien évidemment, c'était assez facile pour nous d'intégrer des critères d'évaluation sur ces formations. Ce n'est pas forcément une grande difficulté pour la CGE ni pour ces écoles de mettre en œuvre une partie des recommandations qui sont dans ce rapport dans ça. Mais voilà, ça n'est que des éléments d'accréditation de la formation. Ce qui est important aussi, c'est tout ce qu'on met autour de la formation. Les accréditations, c'est important. Hein. On sait combien… Mais ces questions d'accréditation, comme on l'a dit, c'est aussi un levier extrêmement important pour nous, chefs d'établissement, pour faire bouger. Nos établissements sont prises avec des… Allez, un dernier mot, Denis, après on fait un petit tour de table pour conclure. Denis. Oui, ce point sur ces accréditations, c'est un levier, c'est un formidable levier. Et on se rend compte que, bon, Jacques parlait du côté des écoles d'ingénieurs, mais sur les écoles de management, les écoles de commerce, ça fait quelques années que les accréditations internationales ont commencé à prendre ça en compte. Et ce n'est pas forcément totalement étranger au mouvement qu'ont fait un certain nombre d'écoles de management sur le sujet. Donc, ça fonctionne très clairement. Denis, juste un petit mot parce qu'on m'avait envoyé le message. Vous vouliez parler de frugalité rapidement, mais en 30 secondes. Je pense qu'à un moment donné, et ça c'est un point, les transitions qui sont devant nous, à un moment donné, elles vont certainement amener à une transition et à une transformation des modèles économiques. Les finitudes des ressources, quelles que soient les solutions technologiques qu'on va pouvoir mettre en œuvre, ça ne va pas suffire. Et je pense qu'à un moment donné, il y a une transition, une transformation des modèles économiques, des modèles de production, des modèles de consommation qui devra avoir lieu. Oui, il y en a qui la recommandent. Hein, c'est aussi des choses qui doivent transformer nos enseignements et la façon dont on prépare les acteurs de l'économie et de la société de demain. Manuel Tunon-Lara, rentrée 2022, c'est en place tout ça? Pour les 2 millions d'étudiants à peu près à l'université. C'est compliqué de me porter garant. Engagez-vous. Tout le monde, mais il faut que ça le soit. Moi, je crois beaucoup à la dynamique à la fois des établissements et des étudiants. Si on ne le fait pas nous… Mais on leur posera la question, ils sont là tout à l'heure. Mais ils le demanderont. Ils le demanderont. Ils sont extrêmement engagés. Et j'insiste sur un autre point, parce que Laurent et Jacques parlaient effectivement du rôle des étudiants comme étant les cadres de demain. Il y a une dimension éducative. Les étudiants, c'est des futurs jeunes parents aussi. Oui. Et c'est cet environnement aussi d'éducation des générations futures. Ça, c'est majeur. C'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour la santé. Et donc,
Je suis confiant sur la mise en Je œuvre. rappelle, hein, Président, que vous aviez sorti ça quand Oui, même il y a un bout de oui, temps, donc vous étiez déjà dans l'histoire. Objectif de développement durable, quelle contribution des métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche en France? Donc ça veut dire que… Voilà. Et puis, ça a quelques années. Non, Ah bah 2016, on m'a Voilà, dit. voilà, Ça, voilà, on va dire donc. que… Mais j'ai jamais dit que vous aviez rien fait. Un dernier mot, messieurs, pour les conférences que vous représentez. Rentrée? Non, vous allez Non, dire- oui, la rentrée, les écoles, les grandes écoles sont déjà à fond sur la rentrée, et comme le dit Manuel, avec leurs étudiants. Et donc, elles ont déjà fait beaucoup à la rentrée dernière, et elles feront encore plus à la rentrée prochaine. Jacques, pareil. La chance, vous n'allez pas dire le contraire. Non, mais on va va pas dire le contraire, mais la dynamique est là, tout le monde est derrière cette dynamique, donc voilà, il suffit de la soutenir et de l'accompagner. Vous êtes confiant, Jean Jouzel? Vous avez entendu les représentants des conférences. Autant vous dire, moi, je leur fais confiance. Oui, je leur fais confiance, mais il faut qu'on marche ensemble. C'est-à-dire ça, on va en parler. Comment on fait la rentrée pour que ça se mette en place? C'est ça qui m'intéresse maintenant. Ouais. Eh oui. Mais si je peux ajouter, c'est vrai que par rapport à ce que la transition est importante. Enfin, pour moi, je suis très attaché, je suis avant tout chercheur, très attaché à la recherche et à l'innovation, bien sûr, mais cette innovation, il faut être capable de l'évaluer par rapport aux objectifs de la transition. C'est ça qu'il faut mettre en place. Donc, c'est pas du tout… Voilà. Mathias, Denis, merci beaucoup. Reposez-vous bien, Denis. On Merci, vous attend Denis. impatiemment pour vous retrouver Merci en beaucoup, vrai. à bientôt. In real. Merci Mathias. Merci Jean. Merci, Vous savez qu'alors, on n'a pas, vous restez avec moi. Tout le monde reste d'ailleurs en réalité. Mais Personne ne parle. on ne fait pas parler les jeunes là, dans Mais, cette- mais non, mais, Ah bah, mais Laurent venait me remplacer, si vous voulez. Mais alors, justement, dans le scénario que nous a écrit l'équipe de France Université et de la Conférence des grandes écoles, il y a ce deuxième temps avec les étudiants. Est-ce qu'on les a en ligne, Xavier? L'équipe de France Université est à côté de moi. Engagement et rôle des étudiants. Ils sont effectivement, vous l'avez dit, messieurs, au cœur de la problématique de cette transformation que nous connaissons et de l'impact que nous voulons porter à travers l'enseignement supérieur. Il y a une seule personne qui est en live avec moi, donc je vais commencer par elle. Je prends mon élan, pardon. Coralie, je sais. Alors, Razo a un go, voilà. Alors, merci et bienvenue. Vous êtes représentant du réseau étudiant pour une société écologique et solidaire depuis 2007. Votre réseau est un réseau national composé de 150 associations étudiantes, c'est bien ça? C'est ça. Bon, vous Merci beaucoup de les m'avoir croyez invité. là, ce qu'ils ont dit, les patrons des universités? Je ne veux que les croire, en tout cas. Vous pouvez les croire. Ils sont à distance, mais alors vraiment très très raisonnable, au moins raisonnable comme Denis Guibard. Nicolas Grave pour un réveil écologique. Est-ce qu'il est là, Nicolas? Oui, je vous entends bien. Bon, ça, il semblerait que ça a dépoté hier, l'audition des candidats, enfin des représentants des candidats. Tant mieux, et on a d'ailleurs de nouveaux chiffres sur l'enseignement supérieur. Bon, très bien. On s'est déjà rencontrés, me semble-t-il, nous, mais votre visage me dit quelque chose. Ça n'a que peu d'intérêt ce que je raconte, mais voilà, c'était pour le dire. À distance également, Louis Octobon, vice-président de la fédération de la FAGE, tout simplement, on va le dire comme ça. Il est là? Tout à fait. Vous êtes là? Je suis là. Bonjour Louis. Bonjour. Bonjour à tous. Vous deviez être avec nous, puis finalement, vous avez préféré aussi être à distance. Vous aviez peur de croiser Denis Guibard, peut-être, c'est pour ça. Et non, je suis à Avignon pour le séminaire national des élus et étudiants. Mais bien sûr, c'est vrai, j'ai vu l'annonce sur votre site également, effectivement. Ça se passe bien? Eh bien, ça démarre jeudi, donc on finit les derniers préparatifs et on aura l'occasion d'accueillir d'ailleurs Lucas Badi pour revenir sur le rapport. Lucas Badi qui fait l'entrain, oui, c'est ça. D'accord. Bon, on parlera de transition alors. Tout à fait. D'accord, on en parlera. Ce sera le sujet. Maël Darny, président du Bureau national des élèves ingénieurs, qui est à distance. Maël, vous êtes là? Oui, je suis là. Bon, les ingénieurs, on compte sur vous, vous l'avez compris, on en a parlé beaucoup. Vous Voilà, vous sentez investi d'une mission, vous les ingénieurs? J'ai cru comprendre que la question était posée sur Jacques Fayet. Est-ce qu'il y a une pression plus grande chez les ingés? Je ne suis pas sûre, on verra, on peut en discuter, mais effectivement, c'est… Le teasing de la mort, on verra, on en discutera. D'accord. Jacques Fayet, les docteurs, c'est ça, les docteurs de la société, c'est comme ça que vous avez dit? Médecins du monde, oui, bon, c'est la même chose, franchement. Et Romain Wismarac, je connais bien, le président du Bureau national des élèves des écoles de management. Romain, vous êtes là? Bonjour, oui. Bonjour. Étudiant à Burgundia, vous étiez dans le même bureau déjà la dernière fois, quand on s'est parlé. Ouais, c'est la poste, toujours.
Ils ont que des bureaux blancs comme ça. Bon, alors, on va revenir tout de suite, si vous êtes d'accord avec Nicolas. Vous êtes là, Nicolas? Oui. Hier, je le disais, vous receviez tous les candidats, les représentants des candidats. J'ai regardé 1h30 de vidéo sur YouTube pour vous dire que pour préparer, et j'ai cru comprendre que vous avez un peu bousculé avec des chiffres édifiants que vous avez présentés, hein, des étudiants qui n'accepteraient pas d'aller dans des entreprises qui ne sont pas respectueuses de l'environnement, des étudiants qui sont prêts à faire des choix de carrière radicaux. Bref, racontez-nous comment ça s'est passé et votre vision. Oui, mais peut-être commencer déjà sur quelques chiffres sur l'enseignement supérieur qu'on entend peut-être depuis un petit moment, mais c'est toujours intéressant de les rappeler. La thématique du réchauffement climatique et de la crise environnementale, ça concerne beaucoup les jeunes. Il y a 94% des jeunes qui se sentent concernés par ces questions et 79% qui évoquent le besoin de prendre des mesures drastiques pour faire face à cette crise. Quand on a en même temps cette prise de conscience, on se rend compte dans un récent sondage du Collège de France qu'il y a 46% des jeunes qui déclarent ne pas bien connaître la signification de l'expression gaz à effet de serre et 55% pour l'expression empreinte écologique. Donc il y a effectivement un travail important à faire pour que tout le monde puisse avoir une vision claire de ces questions et pouvoir y participer, puisque effectivement ça fera partie de notre vie active. J'aime bien le répéter à chaque fois, mais je suis né en 98. En 2050, quand on sera censé avoir atteint la neutralité carbone, je serai encore à plusieurs années de la retraite. Donc ça va bien concerner toute ma vie. Vous devriez être content. Oui, mais ça veut dire qu'il y a bien un boulot à faire et que l'enseignement supérieur a son rôle à y jouer. Quand il s'agit donc de ces derniers sondages qu'on a fait avec Harris Interactive, il y a 2/3 des étudiants qui seraient prêts à changer de formation ou à prolonger leurs études pour se former aux enjeux environnementaux et ou à un métier écologiquement utile. Et c'est des réponses pour lesquelles il y a peu de différence entre les lycéens et les étudiants. Et donc ça, à côté des autres chiffres que vous avez vu passer, notamment quand on s'intéressait à la question du choix des entreprises. Tous ces chiffres-là sont dans une étude du coup qu'on a commandée à l'Institut de sondage et qui est donc un vrai sondage, mais ils ne sont pas encore publics. Donc j'insiste plutôt sur ce 2/3 pour l'enseignement Vous supérieur. êtes en train de dire qu'il y avait des chiffres que vous ne voulez pas nous donner. Ça, c'est pas cool. Hein. Merci, Nicolas. Vous les aurez très bientôt. Juste une question, est-ce que vous avez une écoute chez les représentants des candidats? Est-ce qu'ils ont pris conscience? Parce que je crois que c'était des représentants plutôt jeunes qui étaient venus vous voir. Hein. Ce n'étaient pas des vieux, les représentants. C'est ça, c'était des représentants des équipes de campagne. En fait, au niveau des équipes de campagne, il y a un vrai problème de représentation des sujets environnementaux. Quand on voit dans tous les sondages, et pas que les sondages jeunes, hein, il y a certains sujets qui sont tout le temps prédominants par rapport à d'autres, et notamment les questions de climat ou de pouvoir d'achat sont totalement tout le temps dans tous les sondages qu'on peut trouver prédominants par rapport à des sujets de sécurité ou autres, et pour autant médiatiquement c'est pas forcément ce qu'on voit. Et donc il y a effectivement un biais de ce côté-là de la part des candidats. Nous et pas que nous, hein, toutes les autres associations et plein d'autres jeunes essayent de combler ce trou. Mais effectivement, on est un peu pris dans cette machine infernale médiatique qui ne va pas forcément dans le sens de la transition écologique. Après, je passerai la parole à Coralie. Vous êtes en guerre? En guerre, le terme, il est en guerre fort, contre mais... cet immobilisme, cette non-prise de conscience. Vous sentez une mission quasi guerrière face à tout ça? En tout cas, l'effort à faire... Pour un réveil écologique, on a une image un peu... L'effort à faire, à mon avis, est comparable à un effort de guerre. Non. On vous écoute. Après, je passerai la parole aux autres parce qu'on vous a beaucoup entendu, hein, d'accord. D'ailleurs, c'est de ma faute, hein, mais je... L'effort à faire est comparable à un effort de guerre, je pense, même si on ne peut pas déclarer ça comme une guerre. Coralie, vous avez vu, l'effort à faire est comme un effort de guerre. C'est fort hein, ce qu'il a dit, Nicolas. Oui, et je pense que je le rejoins complètement sur ce sujet-là. Et je rejoins aussi ce qu'il dit sur le manque, enfin,
la non-présence des sujets en lien avec l'écologie et comme l'a dit Jean Jouzel, aussi sur l'enseignement supérieur, la jeunesse, c'est des sujets qui sont complètement oubliés dans cette campagne. Avec l'Eurosas, on a essayé aussi d'aller à la rencontre des équipes de campagne, mais c'est pas très simple. Mais on va continuer, en tout cas, pour le prochain quinquennat également, peu importe qui sera élu, de porter nos sujets, de faire en sorte d'avoir 100% des étudiants formés et engagés sur les enjeux écologiques et solidaires, et 100% des campus durables. Est-ce que vous avez le sentiment que face à ce qui se passe, le réveil, il passe par vous en réalité, par le bas? C'est pas du top-down, c'est du bottom-up, comme on dit. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé, notamment pour le groupe de travail, c'est-à-dire qu'en 2019, il y a eu toutes les marches climat qui ont eu lieu et à la suite de ces marches climat, les organisations de jeunesse, l'Eurosas et Point Réveil écologique notamment, ont organisé une journée Make Our Lessons Green Again, une journée exemplaire en fait de cours en lien avec les enjeux de transition écologique et c'est à la suite de cela que Madame Frédérique Vidal a mis en place le groupe de travail. Donc, c'est un petit pas en tout cas. On va continuer à marcher, on va continuer à s'exprimer sur ces sujets-là et essayer de faire du plaidoyer comme on peut. Après, je pense que tout est à co-construire aussi avec les établissements, mais c'est déjà le cas au final. Est-ce que c'est qu'une histoire de cours? Parce qu'en fait, on parlait de CTS, on revient à des fondamentaux assez basiques, un ECTS, des heures de cours, la formation des profs. Est-ce que c'est que ça? La prise de conscience et que des cours face à un prof, c'est aussi d'autres actions que doivent mener une autre prise de conscience. Alors, c'est des cours, mais c'est aussi des actions que mènent déjà les étudiants au sein des établissements du supérieur, notamment via la vie associative et tous leurs engagements. Tout ce qu'ils peuvent mettre en place pour faire en sorte que les campus soient aussi exemplaires. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont mettre en place des AMAP sur leur campus, des composts qui vont essayer en tout cas de mettre en place plein de choses pour qu'il y ait la transition aussi des campus. Donc, il y a déjà des choses qui sont faites par les étudiants et ce n'est pas uniquement avec les cours, même si c'est un des leviers, notamment parce qu'il y a beaucoup d'anxiété chez les étudiants et les étudiantes, d'éco-anxiété, et que les former aux enjeux écologiques et solidaires, ça leur permet de comprendre ce qui se passe et de leur donner des clés aussi pour agir collectivement. Et vous avez ce sentiment, parce que je me pose toujours la question quand on cherche un job, finalement, est-ce qu'on devient de plus en plus exigeant? Alors, il y a le salaire, la carrière internationale, l'épanouissement, et cette attente vis-à-vis de l'entreprise qui nous recruterait sur son exemplarité en matière d'impact. Est-ce que ça, maintenant, c'est un élément qui rentre en ligne de compte? On n'arrive pas à mesurer ça. Alors, on a les chiffres que nous a donné tout à l'heure Nicolas, mais… Alors, il y a beaucoup de chiffres, donc, comme l'a dit Nicolas, mais nous aussi, au RESAS, on constate aussi beaucoup avec les membres de nos associations, les étudiants de nos associations membres, notre page emploi qui justement répertorie beaucoup d'emplois en lien avec la transition écologique et la page la plus consultée de notre site par exemple. On organise des forums en lien avec les métiers en lien avec la transition écologique où il y a beaucoup de demandes de la part des étudiants et des étudiantes et quand on discute avec eux on voit que c'est aussi leur priorité dans leur insertion professionnelle. Louis, est-ce que vous m'entendez d'Avignon? Bonjour. Nous en plein boulevard Saint-Michel. Je ne sais pas quel temps vous avez, mais nous, il y avait un soleil magnifique à Paris. Ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas qu'Avignon qui fait beau. Louis, la FAGE, vous rassemblez les associations étudiantes. Alors, on se pose la question, évidemment, est-ce que l'impact, la transition seront au cœur ou un élément de vos discussions? Parce que j'imagine qu'il y a d'autres choses, comme le statut de l'étudiant, la place de l'étudiant dans la société. Mais est-ce que ça fera partie de vos échanges? Tout à fait. Et en même temps, le sujet, il est transversal. Donc, il se doit d'être présent à toutes les échelles de nos échanges, de nos discussions. Nicolas parlait du temps qui a pu avoir lieu entre PRE, Point Réveil écologique et les représentants des candidats durant ce séminaire national des élus étudiants qui va se dérouler à Avignon cette fin de semaine. On accueille également des représentants des candidats et ils seront interpellés sur ces enjeux et leur manière de voir leur perception de l'enseignement supérieur pour demain et comment est-ce que notamment on intégrera ces enjeux de transition écologique dans les formations. À savoir également que nous, de notre côté, on a pu mener une enquête par rapport aux élections, savoir comment est-ce qu'ils se positionnaient par rapport à ça, les jeunes, quelles étaient leurs préoccupations. Et l'environnement, c'est le deuxième sujet qui revient dans leurs préoccupations principales. Donc, ça montre bien qu'il y a un réel souhait, une attente des étudiants
et des jeunes sur ces sujets-là, et donc de pouvoir les intégrer effectivement dans leur formation. On constate en tout cas que les sondages, chez les jeunes comme chez les vieux, ça marche aussi. Parce que tous les trois, vous avez sorti des chiffres uniques et des sondages. Merci Louis. Maël et Romain, vous représentez d'un côté les écoles d'ingénieurs, de l'autre les écoles de commerce. Alors Maël, bon, les médecins du monde, c'est ça Jacques. Docteur Maël, justement. Alors comment justement ça se passe au niveau des étudiants dans les écoles d'ingénieurs? Comment ça se passe? Je pense que le message, il est unanime. Et là, toutes les organisations qu'on est aujourd'hui, on porte le même message aussi. Alors, moi, je vais représenter juste la filière ingénieur, mais c'est sûr que c'est une volonté et que ça a été mentionné avant dans les interventions précédentes, mais c'est de se dire finalement, en fait, la dynamique, elle vient peut-être des étudiants, mais à notre sens, c'est quand même une question de joindre les forces. Donc déjà, joindre les forces, nous, en tant qu'étudiants, tous ensemble, parce que c'est une transformation de la société, finalement. C'est pas dépendant des filières, c'est pour tous les étudiants, c'est pour toute la société, et finalement, peut-être une transformation culturelle. Mais après, c'est de se dire, nous, comment on arrive aussi à pouvoir jouer notre rôle et quels moyens on nous donne. Je pense que c'est là où on a un message à faire passer qui est aussi avoir cette réaction de toute la société, que ce soit sur l'enseignement, que ce soit sur la politique, que ce soit sur l'entreprise, que ce soit sur le futur, etc. Et je pense que c'est un peu ce qui prouve qu'on est tous là. Alors, est-ce que moi, en tant que futur ingénieur, Vous êtes où d'ailleurs, Maëlle? Là, je suis à Strasbourg. Là. À quelle école? À l'INSA à Strasbourg. Très belle école. Et est-ce que l'impact que vous imaginez pouvoir porter dans la société, vous l'avez quelque part comme tous vos collègues, vos futurs collègues ingénieurs? Je pense que c'est… la question a été posée tout à l'heure en disant est-ce que les étudiants se posent vraiment la question pour les entreprises futures, où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce que c'est un critère de choix? Je pense sincèrement que oui, et je pense que ça le devient de plus en plus, et qu'il y a au-delà de notre formation d'ingénieur, il y a aussi la quête du sens, de qu'est-ce qu'on veut faire, quel est notre rôle dans la société. On n'est pas juste à trouver des solutions, on est aussi à se re-questionner sur pourquoi on veut trouver ces solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se transformer aussi, et c'est quelque chose qu'on ressent énormément, qui se ressent à la fois sur les personnes là, pourquoi on fait ces études-là, et qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, et à la fois, je pense, dans les autres filières aussi. Enfin, je ne veux pas trop m'avancer sur des choses qui ne me concernent pas, mais je pense que c'est une question qui est générale et qui est globale sur les étudiants. Quels seront le rôle en tant que futur ingénieur, futur dans une entreprise, futur acteur de la vie sociale. La quête de sens, ça prend forme, parce que c'est souvent quelque chose, un concept, la quête de sens, mais où on dit qu'est-ce que ça veut dire. On le voit bien. Romain, est-ce que vous êtes en quête de sens à Burgundy? Parce que vous êtes à l'ESC Dijon, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça, ouais. En quête de sens. Non, bien sûr, mais je rejoins tout ce que tous les autres étudiants ont dit juste avant. On est tous d'accord, effectivement, sur ce message-là. On a vu les chiffres, on est tous sensibilisés à cette transition écologique. On veut tous agir, ça, il n'y a pas de doute, on l'a bien compris au niveau des étudiants. Maintenant, il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Il y a déjà une attente de reconnaissance. On parlait des associations, des projets associatifs. Dans les grandes écoles, ailleurs aussi, il y a beaucoup d'associations qui déjà traitent de ce sujet-là, mais même quand elles ne traitent pas ce sujet-là, quand on fait des événements, quand on fait des projets, il y a toujours la question de cette transition écologique qui vient. Mais malheureusement, derrière, il n'y a pas forcément une valorisation de ces projets-là au-delà de l'école, au niveau des autorités. Et c'est dommage parce que vraiment, encore une fois, on est conscient de ces problèmes-là, on est là pour agir, mais il manque cette reconnaissance. Et puis, je rejoins sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la formation. Effectivement, après la sensibilisation, maintenant, je pense que c'est nécessaire, et les étudiants ont besoin du temps de formation au vu des postes, effectivement, qu'on va potentiellement occuper plus tard. On a ce besoin de formation-là. Et je dirais même qu'il faudrait profiter de la vague d'alternance qui est de plus en plus présente, où on a vraiment cette application de l'apprentissage en entreprise. En même temps, si on intègre vraiment des formations dédiées à ces thématiques-là, on aura l'application directe dans l'entreprise de ce qu'on apprend en école. Jean Jouzel, un commentaire d'abord, parce que j'ai envie de dire, si tout le monde se pose la question de l'impact et tout ça, il y a des secteurs, je pense à la plasturgie, il n'y aura plus personne qui voudra aller bosser là-bas ou dans l'énergie.
Bien, je pense qu'on peut aller dans tous les secteurs avec. Il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire que la transition, ce n'est pas son problème. Donc, ça, je pense quel que soit le secteur que les jeunes choisissent, ils peuvent effectivement, disons, je dirais, aller dans le sens de la transition. Non, mon commentaire, il est par rapport à. Disons, je ressens dans cet échange avec vous ici ce qu'on a ressenti dans le groupe de travail, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois, bon, bien sûr, CGE, CDFI et FU étaient bien représentés, mais les organisations étudiantes, et puis, disons, voilà, donc on a quand même une vraie convergence de vues. C'est donc par rapport, c'est un thème sur lequel nous regardons tous dans la même direction. C'est ça qui est important, moi, c'est ce que je ressens dans cet échange, c'est ce qu'on a ressenti dans le groupe de travail, voilà. Et je remercie les étudiants, mais bien sûr, ils sont super. De leur contribution mais ils sont super. Je peux poser une question de travail aux deux représentants des grandes écoles. Jacques, vous vous souvenez, quand on a fait une interview ensemble, vous disiez on manque de 10 000 ingénieurs. Est-ce que si on avait 10 000 ingénieurs de plus, on irait plus vite dans le règlement de cette transition? C'est-à-dire que le système de formation doit être aussi accéléré sur ces nouveaux métiers. C'est sûr qu'avec 10 000 ingénieurs de plus, on va plus vite sur pas mal de sujets. Donc aussi sur celui-ci, fondamentalement. Oui. Donc c'est un premier message. Laurent, mais c'est pas le tout de les avoir, il faut leur faire confiance aussi. Et il y a vraiment la confiance, Jean en a parlé, il y a la confiance de la société envers la recherche, envers les gens qui savent faire. Et là, et c'est pour ça qu'on appelle aussi au présidentiable, parce que c'est à eux d'actionner tous les leviers pour faire changer ça. Manuel Lara, juste sur ce sujet-là, parce qu'on le voit bien, on a besoin aussi de compétences dans les universités et il en faut plus. C'est ça aussi, parce que c'est pas que de la formation, c'est plus de compétences spécifiques. Ça a été bien exprimé tout à l'heure, c'est éminemment multidisciplinaire, ce sont des sujets complexes, ce sont des résolutions de sujets complexes, c'est nourri par la recherche. Regardez les rapports du GIEC, c'est le fruit de la science, de l'avancée de la science. Moi, ce qui me frappe plutôt, c'est le décalage qu'il y a entre cette convergence dont se réjouit Jean Jouzel, moi aussi, et ce décalage qu'il y a avec les équipes politiques, parce que nous aussi, on a rencontré toutes les équipes politiques et on les sent très éloignés de ces défis, qui sont pourtant des défis de la jeunesse, qui sont pourtant des défis de santé, des défis de société. Et effectivement, on voit mal la place des formations futures, je ne vois pas beaucoup de réflexion dans les équipes de campagne sur ces sujets-là qui pourtant nous paraissent primordiaux. Donc c'est ça qui m'inquiète. Est-ce que ça peut faire sortir, je me souviens de ces soirées Nuit debout, vous vous souvenez, Place de la République, c'était des jeunes qui étaient là et puis qui voulaient parler, en fait, qui voulaient se faire entendre. Est-ce qu'ils pourraient se faire entendre de manière un peu plus intensive, ce que vous sentez du terrain remonter sur ces sujets-là, en tout cas? Très bonne question. Vous allez nous annoncer la révolution, c'est ça? Oui, je ne m'exprimerai pas pour tout le monde, mais on sent que là, ça commence à devenir vraiment pressant. Les marches là sont en train de se multiplier à l'approche des présidentielles, alors qu'initialement, il n'y en avait pas qui étaient prévues, mais au regard du peu d'intérêt que les équipes de campagne, enfin que les campagnes et les candidats ont eu sur les questions climatiques, on a décidé d'aller dans la rue, quoi, tout simplement. Parce que vous parliez d'éco-anxiété. Oui. L'éco-anxiété, ça se traduit parfois par un peu d'énervement. Ça peut aussi se traduire par des problèmes de santé mentale, de la dépression, etc. Je pense qu'il peut y avoir les deux aspects. Non, je pensais à gens vous savez que les gouvernants, ce qu'ils redoutent le plus, c'est quand les jeunes descendent dans la rue. Et est-ce que ça peut les faire descendre dans la rue? C'est la question. Oui, je pense que ça peut complètement les faire descendre dans la rue si on repart sur un quinquennat avec 5 ans à perdre. Rien à faire, ouais. Je pense. Nicolas, est-ce qu'il est là? Nicolas. Mais je me souviens, on était avec Frédéric Vidal quand on s'était vu. Voilà, je me sais, votre visage, on avait fait une conférence. Bon, ça n'a pas d'intérêt, pardonnez-moi. La même question que pour Coralie, est-ce que finalement, ça peut contrarier énormément les jeunes si ils ne sont pas écoutés, si on continue à être un peu autiste à ces demandes pressantes? C'était le cas en 2018-2019 quand on avait eu des très grandes mobilisations et avant le Covid où on avait mis, il y avait 40 000 étudiants
dans les rues de Paris, je crois, pour déplorer le manque d'action face à ces questions-là. Depuis, on a effectivement eu le Covid qui a un peu tué une partie de la vie associative, mais il y a bien toujours ce besoin. Là, en sortie du GT Jouzel, on a encore un peu cette envie de continuer à faire avancer les choses et en particulier pour l'enseignement supérieur. Un message qu'on voudrait passer aussi, c'est le fait que nous, là, les organisations étudiantes présentes, on constate effectivement un engagement grandissant d'une partie des enseignants et des directions d'établissement. On vous félicite pour ça, pour ceux qui s'y sont lancés. Mais on déplore aussi l'absence de réponse du monde politique. On déplore aussi l'absence de réponse du monde politique et puis l'absence d'une stratégie nationale. Et donc, on exhorte aussi les autorités à jouer leur rôle dans l'accompagnement de la transformation des établissements et de l'enseignement supérieur. Et voilà, les établissements ont leur rôle à jouer, notamment en jouant sur la gouvernance, le fait de mettre des responsables des DRS, en favorisant les notions de durabilité dans le choix des projets ou des stages, en valorisant l'engagement associatif et puis en permettant de reconnaître l'engagement comme aussi une des modalités d'apprentissage. Une des recommandations du GT Jouzel, c'est aussi de clarifier la possibilité de l'utilisation de la CVEC à destination de la transition écologique quand ça recoupe effectivement les problématiques de la vie étudiante. Et puis, on vous rappelle aussi votre possibilité aussi, vous, en tant qu'établissement, d'interpeller le monde politique pour qu'il joue son rôle, parce qu'on voit que ils le font, franchement, allez pas les engueuler, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. La CVEC, il reste un peu de sous dedans, de mon souvenir, tout n'était pas utilisé, donc il doit rester un petit peu dans Manuel Tunon-de-Lara. Non. Ok, il fait la moue, donc a priori... Si, mais je suis d'accord avec ce que dit Nicolas Grave. Je pense qu'effectivement, je ne suis pas sûr que l'État prenne toujours cette mesure. Alors, par moment, on a des interlocuteurs qui sont sensibles. Là, vous faisiez allusion à la Cour des comptes. Là, on a présenté la situation patrimoniale. On a une discussion très constructive, très enrichissante. Je vais voir ce que va donner le rapport de la Cour des comptes. On attend ensuite quelle conclusion tire l'État du rapport de la Cour des comptes. C'est toujours le cas. Si le rapport est publié d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas tous publiés, vous savez, à la Cour des comptes. Jacques Fayol, vous vouliez dire un mot? Oui, sur ce que disait Manuel tout à l'heure, sur ce sujet, le rapport entre science et société est fondamental. La science a beaucoup à apporter à la société sur ces champs de transition, mais il faut que la société se saisisse de la science. Il faut que nos représentants, et en période électorale, il faut que nos représentants politiques se saisissent de ces questions scientifiques et en fassent un sujet de société. Et aujourd'hui, effectivement, on est en manque de ça. On manque de docteurs notamment. Il faudrait peut-être aussi qu'il y ait plus de docteurs. J'en profite pour faire un appel, même si je ne sais pas si ça sera très utile. On manque de docteurs en France. Ça baisse un peu si j'ai bonne mémoire. Les chiffres ne sont pas terribles. Mais pourtant, c'est un parcours magnifique. On va faire un dernier tour de table. La FAGE, vous êtes à Avignon. Je rebondis sur la question que je posais tout à l'heure. Louis, est-ce que les syndicats seraient prêts à descendre eux aussi, parce qu'eux aussi sont beaucoup plus engagés sur le champ politique? Oui, de toute façon, on a pu soutenir et être présent lors des mobilisations récentes. Là, il y en a quelques-unes qui ont pu reprendre. Il y a d'ailleurs même un Tour de France qui se fait à l'initiative de plusieurs organisations jeunes présentes pour mettre en avant ces sujets, les sujets de l'environnement, de démocratie, de justice sociale et de mettre en avant les actions réalisées par les jeunes. Donc oui, on le fait et on continuera de le faire tant que ce ne sera pas suffisamment pris en compte, que ce ne sera pas entendu et qu'on arrivera, qu'on ne pourra pas atteindre les enjeux qu'on s'est fixés avec les échéances pour 2050, 2030, etc. Maël et Romain, dernier mot aussi pour vous, on arrive à la fin. Excusez-moi, vous avez l'impression sans doute que je chronomètre un peu, mais c'est ça, c'est le travail qu'on m'a donné, c'est de faire le maître des horloges, puisqu'on a peu de temps et beaucoup de gens qui parlent, et des gens très intéressants, c'est ça qui est... Alors Maël, bien qu'en étant élève ingénieur, on est plutôt très très bien loti, on est gâté quand on est dans une école d'ingénieur. Pour autant, vous avez ce sentiment que les ingénieurs, les futurs ingénieurs, eux, sont engagés sur ce chemin de cette transition et d'impact dans les entreprises, notamment, parce que c'est là que tout va se jouer.
Alors, j'ai Louis à l'écran, mais je voudrais voir Maëlle, moi. Oui, oui, mais j'ai pas compris la question. Désolée. Peut-être qu'elle n'était pas si intéressante que cela, mais je disais, dans les écoles d'ingénieurs, on est plutôt gâtés, on est plutôt bien encadrés. Et est-ce qu'au fond, cette préoccupation, elle est quand même bien présente? Alors, Jacques Fayol me regarde avec des grands yeux, évidemment. Mais est-ce qu'au fond, l'exigence que vous portez, c'est-à-dire d'être extrêmement regardant sur le parcours, la carrière, les attendus dans l'entreprise, vous les sentez chez vos collègues, chez vos jeunes collègues ingénieurs? Je pense que déjà, c'est sûr, c'est grandissant. Après, enfin, quand on est lâché dans l'enseignement supérieur, en tout cas, je pense que là, pour le coup, c'est pareil pour toutes les filières, donc école d'ingé ou pas, c'est vrai qu'on est encore assez jeune et on est noyé par énormément d'informations. Je pense que c'est aussi pour ça tout l'intérêt de se dire, finalement, transformer les formations et dire, maintenant, c'est des choses qu'il faut qu'on inculque à nos jeunes pour devenir les docteurs de demain, si vous voulez qu'on soit les docteurs de demain. Je pense que c'est aussi une manière de comprendre vraiment vers où on va et pourquoi on doit faire ça. Et donc oui, alors ça se ressent. Faut que ça. Alors on est bien logé peut-être en encadrement, etc. Mais ça a été aussi mentionné tout à l'heure. Il y a un réel besoin de formation du corps enseignant, des professeurs aussi. Et c'est la première chose à faire. C'est le premier niveau. Donc c'est sûr. Merci Maëlle. Merci Maëlle. Romain, est-ce qu'à la Poste vous avez donné des leçons à tout le monde de développement durable du RSE? Ah ben totalement. Mais justement, en fait, quand on arrive à l'entreprise ou qu'on est en alternance ou quoi, on le sent, ce mouvement dans les entreprises de plus en plus d'imposer la notion de développement durable, pas seulement dans des postes qui sont dédiés à ça, mais dans tous les postes. Moi, je suis dans l'événementiel, c'est une question incontournable et on la traite au quotidien. Mais du coup, avec le recul, on se dit, mais c'est dommage parce qu'on n'a pas eu assez d'infos avant sur des formations de ce type. On n'a pas été assez poussé dans ce sens-là. On est déjà en entreprise, donc on va prendre la machine en route. Sur le tas. Voilà, mais on se dit, mais avant, on n'a pas eu toute cette, pas sensibilisation, pardon, mais toute cette formation dans ce domaine-là. Et donc, on s'adapte, oui, on s'adapte. Mais c'est dommage. Il faut être outillé, c'est ce que vous nous dites, Romain, et c'est ce qu'a dit Coralie, c'est ce qu'a dit Nicolas, c'est ce qu'a dit Louis. Voilà. Merci beaucoup. Ils sont bien, les étudiants. Oui. Non, mais parlez dans le micro, Louis. Ça ne sert à rien. Merci aux étudiants. Merci aux étudiants. Tous les 5, très bien. Très bien. Et c'est Jean Jouzel qui vous dit merci, hein, quand même. Hein. Moi, il ne m'a pas dit merci encore. Hein, donc, ça va venir. Ça va venir, d'accord. On continue? Merci beaucoup. Merci Coralie, puisque Coralie est à côté de moi, mais vous êtes très loin. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Merci à Coralie qui est à côté de nous. On va passer au troisième temps de ce débat. Je vois l'équipe de France Université qui s'agit derrière l'ordinateur, 19h. Je suis pile poil dans les temps. Formation, compétences et recherche avec 3 invités à distance. Là, nous sommes vraiment décidément en plein dans la transition puisqu'ils n'ont pas d'empreinte carbone. Ils ne se sont pas déplacés. Puisque Carole Demier aurait dû venir de Marseille. Elle est directrice générale de Centrale Marseille. Vous avez été auditionnée d'ailleurs hein, par le groupe de travail. Vous êtes là, Carole? Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? On s'est déjà croisés, nous aussi, hein, dans mon souvenir. Exactement. J'ai croisé beaucoup de gens, hein, je peux vous le dire maintenant. Aymeric Fortin, qui a déjà parlé, copilote du sous-groupe formation du groupe de travail Jouzel et guide des compétences du label DDRS. C'est ça? Il est là, Aymeric? Je suis là. Je suis là. On reconnaît votre voix. Eh bien oui, pourquoi on n'a pas vu votre visage tout à l'heure? Ah bah parce qu'on ne m'avait pas donné cette possibilité. Oui, je pense qu'il y avait une sorte de censure en quelque sorte. Et c'est dommage parce que ces images vertes nous rappellent que c'est ça aussi la transition. Et Jean-Marc Augier, avec qui j'ai échangé pour préparer cette table ronde, président de La Rochelle. Et La Rochelle, quand on parle développement durable, on peut dire qu'elle est engagée depuis longtemps sur ce terrain-là. Bonjour Jean-Marc. Bonsoir à toutes et à tous. On rappelle hein, que vous êtes aussi au sein de représentants de À l'envie, hein, c'est comme ça qu'on dit. J'avais dit Hollandie, bon, À l'envie, Alliance nationale de recherche pour l'environnement. Donc vous êtes très investi sur ce champ. Je vais commencer par vous d'ailleurs, si vous êtes d'accord, Jean-Marc Augier, parce que Manuel Tunon-Larande a parlé de la recherche. C'est fondamental hein, quand on évoque ce thème-là. On ne fera rien sans un effort massif sur ce terrain-là, dans les universités notamment.
Oui, bien sûr, il faut absolument que les universités jouent leur rôle dans la production de connaissances, à la fois théoriques mais aussi concrètes, pour proposer des solutions aux grands enjeux liés à la transition climatique. Et la puissance de la recherche française dans les universités, notamment, est là pour servir ces enjeux, dans des visions qui croisent ce qui a été évoqué tout à l'heure, hein, puisque beaucoup d'universités aujourd'hui sont engagées dans des démarches systémiques qui consistent à travailler globalement sur leur propre transformation, en travaillant sur l'introduction de la transition écologique dans leur offre de formation, ce qui a été débattu dans un second temps, en accompagnant les étudiants dans leurs initiatives vertueuses, le milieu associatif, et aussi sur le troisième volet, sur la problématique de la production de connaissances liées à la recherche, avec à la fois des aspects très amont, une recherche théorique qui réfléchit, qui observe et qui conçoit des modèles, et une recherche plus appliquée qui, elle, propose des solutions concrètes sur un certain nombre de sujets majeurs, tels que celui que je vis à La Rochelle, puisqu'on est les premiers territoires menacés par la transition climatique avec la montée des océans. Le littoral, c'est un vrai sujet. Et donc là, il faut qu'on propose rapidement des solutions parce que ça va aller très vite, malheureusement pour nous. Jean-Marc Augier, est-ce que ça allait de soi quand vous êtes arrivé à la présidence? C'était quelque chose que vous avez dû imposer, quelque chose qui était naturel, quelque chose qui était latent, cette appétence pour le développement durable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, est-ce que ça a été compliqué de le mettre en place et de le renforcer, puisque c'est vraiment emblématique, hein, les actions que vous menez? Rien n'est jamais simple, hein, dans le milieu universitaire. Alors, je suis sur une ville qui est dans ses gènes, avec un maire visionnaire, Michel Crépeau, qui avait posé des bases de développement durable très tôt, hein, puisque le vélo en libre-service date de 1974. C'est bien avant que le Vélib n'arrive à Paris et dans les grandes villes métropolitaines. Donc, on a déjà une culture sur La Rochelle qui était un peu prédisposée pour cela. Pour autant, je ne veux pas qu'on parle de La Rochelle, il faut qu'on parle de toutes les universités, mais puisque vous m'interrogez sur La Rochelle, je vais vous en dire un mot. La difficulté que j'ai eue, ça a été d'adresser la problématique suivant l'angle que Manuel Pinon-de-Lara, le président, évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de travailler dans une démarche holistique, interdisciplinaire, et de contribuer à un décloisonnement scientifique entre tous les champs disciplinaires pour se mettre au service de ces grands défis auxquels notre société est confrontée avec la transition climatique. Et donc, c'est plus sur cette problématique-là de décloisonnement, parce que la majeure partie de nos établissements, du fait de leur trajectoire, de leur histoire, étaient ancrés, organisés dans des silos disciplinaires. Et un des grands enjeux auxquels j'ai été particulièrement confronté dans le décloisonnement que j'ai introduit, c'est précisément de booster, de soutenir l'interdisciplinarité en structurant l'université autour de principes d'interdisciplinarité. Mais encore une fois, la trajectoire de l'université était plutôt prédisposée à le faire, donc ça s'est passé et ça se passe plutôt bien. En tout cas, ça peut servir de référence et d'exemple, hein, parce que c'est aussi ça, hein, il y a un effet miroir qui n'est pas inintéressant pour tous les autres établissements. Après tout, s'il y a quelque chose de bien à La Rochelle, autant s'en servir. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Alors, il faut le faire avec beaucoup d'humilité, hein, parce que mon établissement est plus petit que certains. Et c'est vrai que des opérations de transformation sont plus simples à La Rochelle qu'à Bordeaux, hein, l'établissement qu'à Clermont-Ferrand, les établissements que dirigeait Manuel avant et que Mathias dirige aujourd'hui. Mais effectivement, dans les petits établissements, Manuel l'évoquait aussi tout à l'heure, hein, on peut concevoir des prototypes qui sont peut-être transposables, ou en s'inspirant d'un certain nombre de principes qu'on a développés qui sont transposables dans d'autres universités. Alors, deux écoles d'ingénieurs sont avec vous sur cette dernière partie du débat. Carole Demier, vous êtes directrice générale de Centrale Marseille. Vous avez été auditionnée et vous avez travaillé notamment sur l'approche des compétences nécessaires, hein, pour accompagner cette transition. Quelle est la nature du travail que vous avez mené? Alors, effectivement, on a mené une réflexion sur la démarche compétences parce qu'on pense, et j'ai été ravie de voir l'approche dans le groupe de travail qui a été piloté par M. Jouzel, que cette démarche peut être un véritable levier pour accélérer cette prise de conscience et pour accélérer la formation des jeunes, pour aller vers le savoir agir. Et quand on voit les 5 compétences que vous avez mises en évidence, là, moi, je les trouve effectivement extrêmement pertinentes, mais les spécialistes se sont exprimés tout à l'heure. Et en particulier, ce qui m'a interpellée, c'est la première et la dernière des compétences que vous avez mises en évidence, parce que la première, c'était appréhender les équilibres et les limites, hein, de notre monde par une approche systémique. Et la dernière, c'est agir en responsabilité. Les 3 autres sont un peu plus classiques dans le monde des formations d'ingénieurs, je dirais, mais la première et la dernière, elles nous invitent vraiment à revoir complètement la manière d'amener
des savoirs et des savoir-faire à nos jeunes, parce que quand on dit appréhender un système complexe, ça veut dire qu'on amène certes des savoirs, mais on n'amène pas que des sciences, on amène des sciences dans toutes les dimensions, et on doit déclencher des prises de recul, des prises de conscience. Et pour ça, il faut amener des savoirs et créer des situations qui vont générer de la pluridisciplinarité, qui vont amener à chercher à comprendre comment on est arrivé là et comment on peut ne pas agir de la même façon dans l'avenir. Donc, je crois que celle-là, elle m'interpelle beaucoup. Et on va dire réfléchir sur cette démarche compétence peut nous faire espérer apporter des formations différentes plus tard. L'autre qui m'interpellait, c'est la dernière, c'est agir en responsabilité. Agir en responsabilité, ça ne s'improvise pas. Et je pense que ça nous incite, au niveau de nos formations, à mettre les jeunes en situation qui permettent cette prise de responsabilité, qui leur permettent d'endosser des rôles qui vont être importants pour l'avenir. Donc, pour ça, je crois que ça nous challenge, et ça challenge, vous l'avez dit, par des apports, mais là où je suis interpellée, c'est pas seulement par des crédits ECTS, pas seulement par des modules. Moi, je suis convaincue que quand on rentre dans une approche compétence avec la complexité qui est décrite ici, c'est tout le système qu'il faut revoir. Et ce sont des scénarios d'apprentissage qu'il faut réinventer et qu'il faut challenger, qui se jouent dans l'école et qui se jouent en dehors de l'école. Alors, il y a les activités associatives qui sont importantes, mais je pense qu'il faut aussi envoyer les jeunes sur le terrain à prendre conscience de leur futur rôle de citoyen. Même s'ils sont ingénieurs, ils sont aussi de futurs citoyens. Et je pense qu'il y a un engagement qui est de l'ordre de la politique à diffuser, à challenger. Et cette démarche compétence, elle permet d'adresser tout ce champ-là qui va au-delà des savoirs, même s'il s'appuie sur les savoirs. Alors, les défis sur les citoyens et des parents, hein, disait Emmanuel Tudor de Lara. Des citoyens et des parents. Des parents, et puis j'écoutais ce que disaient les étudiants aussi. Je pense qu'une dimension présente, c'est que ces étudiants vont dans les entreprises, vont être embauchés dans les entreprises, ont des formations en alternance et peuvent aussi être à certains égards les ambassadeurs bien sûr. de l'université, des écoles. Et ça c'est une dimension qui me paraît intéressante et qui va dans le sens de ce que vous venez de dire. Pardon, Carole, on vous a coupé. Et après, je passe la parole à Aymeric, si vous êtes d'accord, au pont. Alors, juste pour compléter, je voulais dire que ce dont on parle, c'est quand même un défi majeur pour les écoles. Et même si elles en sont convaincues, et même si les équipes pédagogiques en sont convaincues, générer ces scénarios d'apprentissage et générer des savoirs nouveaux, ça n'est pas si facile. Ça fait des dizaines, des centaines d'années qu'on enseigne les mathématiques, la physique, le développement durable et tous les sujets dont on parle. Ça fait peut-être moins longtemps. Et nos équipes pédagogiques, elles ont aussi besoin de créer des enseignements, de challenger, de se confronter entre pairs, de cheminer pour mettre en place des enseignements qualitatifs. Et je pense que ça, c'est ce qui est complexe aujourd'hui, parce qu'il faut aller vite, mais ça demande du temps et quand même, et il faut challenger. Et un peu de maturité. La recherche est important. La maturité du savoir et de la connaissance. Aymeric, alors oui, c'est vrai que l'École nationale des ponts et chaussées, quand on parle de développement durable et impact, évidemment, vous êtes intéressé au premier chef, hein, puisque évidemment, vous êtes dans la construction, le dur, et l'impact sur l'environnement est évident et visuel en tout cas, hein, parce qu'il y a bien d'autres choses qui ont un impact. Et alors vous êtes responsable, je le disais, des formations de master et de développement durable au sein de l'école, et vous êtes aussi intéressé du guide des compétences des DRS, et vous êtes questionné sur cette base de connaissances à solidifier auprès des jeunes. Oui, tout à fait. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, je remercie vraiment Madame Demier pour son témoignage. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure des 6 ECTS. C'est vraiment pas le message principal du rapport de Jean Jouzel sur ce sujet-là, parce que les 6 ECTS, c'est vraiment pour amorcer la pompe, pour amorcer la machine, pour permettre effectivement très rapidement que tous les Bac+2 soient armés pour au moins savoir l'ampleur des enjeux du monde dans lequel ils vont évoluer. Mais c'est bien la démarche compétence qui est au cœur de ce que nous proposons. Et cette démarche compétence, comme vient de le dire Madame Demier, elle vise un effet transformant de nos formations, de l'ensemble de nos formations. C'est justement par une démarche compétence qu'on peut s'adapter aux spécificités de chaque établissement, de chaque culture,
de formation, que du coup, cette démarche peut être appréhendée tant du point de vue d'une école de commerce que du point de vue d'une formation en droit, d'une faculté de médecine, etc. C'est bien ces compétences-là. Et comme l'a dit Madame Demier, c'est des transformations qui sont très profondes, avec le double challenge de réussir cette transformation profonde, avec l'urgence qui est la nôtre aujourd'hui, de répondre aux défis de la biosphère. Donc, c'est à la fois très excitant, je pense que vous en avez témoigné tous les uns et les autres, extrêmement challengeant. Et effectivement… Aymeric, je peux vous poser une question, j'en profite, parce que ça répond en plus à ce que vous… Ça questionne en plus sur ce que vous dites. L'élève ingénieur devrait-il être impliqué en priorité sur des projets d'innovation frugale, sur les low-tech, par exemple? Est-ce que c'est des pistes qu'il faudrait cultiver? C'est un peu précis, mais… Non, mais c'est Et comment aller, j'ajoute la deuxième question qui vous est destinée, comment aller vers une adaptation des pistes de solutions qui évitent le technologisme, enfin qui évitent le tout techno, quoi, en fait. Voilà, alors ça, c'est… Voilà, en fait, vous avez 2 minutes. Très bien, alors je vais aller très vite. La frugalité, la sobriété est clairement un des éléments de compétences clés. Et rarement, aujourd'hui, on est capable de l'intégrer dans la façon dont on envisage l'innovation. Donc, c'est pas forcément, d'ailleurs, la réponse n'est pas forcément en termes de low-tech, elle peut être surtout en l'absence de développement d'un bien ou en disant finalement, le service, il va permettre de réduire le nombre de véhicules qu'on va construire si on les mutualise mieux. Le bâtiment éco-conçu va permettre d'éviter de consommer une énergie. Donc, la façon de la produire, l'énergie, ce n'est pas la produire avec des low-tech, c'est de ne pas la produire du tout. Donc, c'est même la sobriété qui est centrale. Et effectivement, je crois que le rôle d'un ingénieur aujourd'hui, bien sûr qu'on a besoin d'innovation et d'innovation de technologies qui sont très avancées, en étant toujours attentif aux effets rebonds qu'elles peuvent générer. La 5G, c'est très bien, c'est 10 fois moins de consommation énergétique par bit échangé, sauf que ça va générer probablement des échanges beaucoup plus importants puisque ça va permettre des circulations de véhicules autonomes, etc. Donc, il ne faut pas que les effets rebonds gomment les gains attendus d'un point de vue énergétique. Mais donc, la question du rôle de l'ingénieur, je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment cette hybridation, c'est-à-dire que l'ingénieur, bien sûr qu'il est attendu sur la dimension technique, mais il est surtout attendu sur sa capacité à répondre à un vrai problème sociétal et donc à le poser dans sa complexité humaine, dans la complexité des ressources qui se sont nettement raréfiées, dans la complexité des limites planétaires. Et souvent, la réponse, ça ne va pas être une innovation, ça va être, ou alors une innovation servicielle. Voilà. Et donc, effectivement, avec la sobriété qui doit être mise au cœur de notre programme. Alors, on arrive à la fin. Jean-Marc, je reviens, je reboucle avec vous. Est-ce que vous avez conscience de cette urgence qu'il faut, alors vous êtes déjà très engagé, mais d'accélérer et de mettre en œuvre ces formations? Je ne peux pas vous répondre autre chose que bien sûr. Oui, ça veut dire que là, on attend beaucoup de réactions. Ça a été un peu le signe, le fil rouge de toutes nos interventions, cette urgence, cette accélération brutale qu'il faut engager. Oui, je crois d'ailleurs que les universités en ont conscience et les collègues présidents d'université sont tous en train de s'engager sur ces questions. Alors évidemment, il y a le rythme de réforme des offres de formation qui est peut-être une petite difficulté à laquelle on va être confronté, mais je pense que ayant pleinement conscience des enjeux et avec cette jeunesse qui nous pousse, parce qu'elle exerce une très forte pression et moi aussi je m'en réjouis, j'entends des gens tout à l'heure l'exprimer. Je travaille beaucoup avec le milieu associatif à La Rochelle parce qu'effectivement, ils sont pleins d'énergie, pleins de fougue et puis pleins d'enthousiasme pour imaginer des solutions avec nous. Et donc, il faut qu'on accompagne ce mouvement avec une réforme profonde de la scénarisation de nos formations et aussi de la manière de procéder à notre recherche. On évoquait le métier de l'ingénieur à l'instant, mais le métier de chercheur est impacté aussi. C'est-à-dire que le chercheur doit aussi penser dans sa manière d'élaborer, de produire ses connaissances, le souci de l'économie globale de ce qu'il produit, en intégrant la dimension sociétale, la nature des ressources qu'il va utiliser pour produire la solution qu'il va préconiser, etc. Donc, ce sujet, il est urgent et il est systémique, il doit s'adresser à tous les étages. Je pense que les universités sont prêtes à y aller aujourd'hui. En tout cas, on voit bien au travers des échanges qu'on a avec les collègues à France Université. On vous fait confiance. De toute façon, on reviendra vous revoir. Enfin, si le monde existe encore dans quelques années.
Non, je plaisante. Carole, Émeric, même message pour vous, il faut aller vite là, hein, parce que vous disiez, Carole Demier, qu'il faut prendre le temps de réfléchir, d'avoir un peu de maturité sur les contenus, hein, c'est pour créer ces contenus. Pour autant, on n'a pas le temps, hein, c'est ce que je comprends. Il faut aller vite, effectivement. Par contre, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est que là, on parle beaucoup des Ah bah, jeunes il y a plein dans nos dont on écoles. n'a pas parlé. Non, on parle des jeunes dans nos écoles, mais il faut penser aussi à la formation continue. Parce que, effectivement, dans les entreprises, nous avons des managers et des cadres en poste qui, eux aussi, ont besoin d'aller très vite, ont besoin d'aller très vite et embarquer leurs entreprises dans des transformations profondes. Et je pense qu'il faut que nos établissements soient à la hauteur de ces attentes-là. Ben oui, mais alors, M. Jouzel en a parlé, et il parlait notamment des formations certifiantes, hein, que pourraient proposer les écoles. Merci, Carole. Émeric, un dernier mot aussi au pont. De toute façon, je pense que la transition, c'est quelque chose qui est consubstantiel à l'activité même de l'école. Oui, oui, bien sûr, mais je ne suis pas là pour parler que des ponts. Moi, juste pour insister sur un point, pour rebondir sur ce que disait Nicolas Grave tout à l'heure, je ne sais pas si on peut parler d'économie de guerre, mais on a vraiment effectivement besoin d'une organisation de guerre. C'est-à-dire que dans le rapport Jouzel, on met en évidence beaucoup de freins à débloquer, et notamment dans l'implication des enseignants-chercheurs qui ont des charges de travail extrêmement lourdes. Or là, on leur demande une transformation très forte, on leur demande de réfléchir à leur maquette, on leur demande de se former. Et ça ne sera pas possible rapidement si on ne libère pas du temps rapidement. Donc là, il y a une vraie urgence à, peut-être dans les 2-3 prochaines années, s'organiser un peu effectivement en guerre, c'est-à-dire prendre le temps de se former et de permettre aux enseignants de se poser les bonnes questions, de transformer leurs cours à l'aune effectivement des référentiels de compétences et de connaissances qui sont proposés. Manuel Tuyon de Lara. Oui, pardon, Jean-Marc, vous disiez… Non, je disais que le rapport le disait, qu'il fallait accompagner le mouvement. Ça n'allait pas se faire naturellement en claquant des doigts et qu'il fallait créer les conditions de cette transformation. Pardon. Merci beaucoup. Manuel Tuyon de Lara, anxiété, économie de guerre. Bon, on est plein d'espoir quand même, parce qu'on n'a pas envie de se plomber le moral, mais il faut quand même entrer dans une phase d'action forte. Oui, mais je crois que l'actualité nous y contraint aussi, hein. On voit bien que les grands équilibres de paix, de santé ont été très récemment mis en cause, hein, et à nos pieds dans des pays technologiquement avancés. Donc, il y a une prise de conscience politique qui est nécessaire. C'est pour ça que les universitaires sont parfois déçus de la campagne présidentielle actuelle. Et puis, effectivement, on a toute une génération à accompagner, je dirais à suivre. Moi, je fais pleinement confiance à ce moteur étudiant. Ils sont convaincus et j'observe à l'université des générations aujourd'hui pour qui ce qu'ils étudient et la place qu'ils occuperont dans la société a besoin beaucoup plus qu'avant d'avoir un sens profond qui correspond à leurs valeurs et à des valeurs qui sont des valeurs d'avenir pour l'ensemble de la société. Et je crois qu'il faut suivre ce mouvement-là. Jacques Fayolle, docteur Fayolle. Oui, certes. Vous êtes docteur, de toute façon. Oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager. C'est-à-dire, on sait que les solutions sont partielles, voilà, mais si on recule devant l'obstacle, on se retrouvera dans la même conférence l'année prochaine, dans la même situation. Donc, avec moi, donc il faut s'engager et chaque pierre amenée à l'édifice contribue. À la conférence des grandes écoles, il y a combien il y en a combien 150 100 150 écoles, à peu près autant à la CDFI. 220. Pardon. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que nos jeunes, ils sont déjà engagés, quoi. Ils sont passés à l'action, ils ont changé leur vie, ils sont critiques. Donc, voilà, l'engagement, pour nous, je dirais, il est un peu plus facile. Ça, il faut, comme l'a dit Manuel, il faut suivre. Et puis, on a peut-être un peu plus d'expérience qu'eux, et il faut reconnaître qu'on s'est trompé par le passé, et puis, mais qu'on a quand même des choses à faire et à dire en formation, en recherche pour les accompagner. Et Coralie, vous étiez avec nous. Donc, moi, je vous passe la parole parce qu'avant le mot de la fin de Jean Jouzel, j'aimerais avoir le dernier mot du monde étudiant et tout ce que vous avez entendu, vous avez confiance d'abord dans tout ce qui a été dit? Est-ce que vous prenez pour argent comptant? Alors, pour argent comptant, je pense que c'est
un très grand mot, mais en tout cas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on reconnaît vraiment les efforts grandissants des directions, des établissements, etc. C'est surtout au monde politique qu'on demande de s'activer en fait à l'heure actuelle et de nous donner des signaux forts en fait en direction de la jeunesse et du monde étudiant. Mais en tout cas, au RESES, on travaille beaucoup avec les établissements aussi, donc on le voit qu'il y a des efforts qui sont faits de la part des équipes. Ça fait partie de leur to-do list, hein, transition écologique, on coche. Jean Jouzel, comment vous avez trouvé notre débat? Très bien, mais bon, c'est vrai que on peut retenir ce regret collectif que, disons, la transition n'est pas la place qu'elle mérite dans la campagne présidentielle. Ça mériterait peut-être qu'on le dise, mais bon, ce qui m'intéresse, moi, après ces échanges, c'est comment on fait pour que ça ne tombe pas dans un grand trou, le rapport Jouzel. C'est ça qui m'intéresse, parce que, bon, nous, on va vous léguer ce rapport aux étudiants, alors pas aux établissements, aux étudiants. On va encore être présent avec Luc, avec tout le groupe de travail. Il y a des gens comme Émeric ou d'autres qui sont là, Gérald, et qui vont continuer à mettre la pression. Mais comment on fait collectivement? Parce que justement, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a tous envie que ça marche. Et comment on le fait collectivement pour que ça reparte après avec le nouveau gouvernement, quel qu'il soit. Et que voilà, c'est ça qui est pas mon souci, mais qui serait mon rêve, ce serait effectivement que ça reparte de façon très dynamique et que ça se mette en place. Voilà un peu le message à vous tous. C'est vrai pour les étudiants et pour les enseignants qui sont peut-être, Émeric est enseignant, d'autres sont enseignants, mais comment on garde, je crois qu'on a eu un certain dynamisme, on s'est bien entendu au sein du groupe de travail, comment on garde ce dynamisme, vous le reprenez, parce que c'est à vous de le reprendre, les directeurs, les établissements, les étudiants, et voilà, c'est mon souhait. Ça y est, votre job je vous remercie. Votre job est fait. Oui, non, mais je sais pas, non, moi, j'aime bien, je ne considère pas disons, le groupe de travail, oui, sera fait, mais il y a beaucoup de gens qui continueront, nous le savons aussi, bien sûr. Bon, en tout cas, ce sera votre pierre à l'édifice, votre contribution, le fameux rapport Jouzel. Vous resterez dans l'histoire d'ailleurs avec ce rapport, hein, qui sait, dans les livres d'histoire, dans les universités. J'ai déjà un rapport Jouzel sur le climat de la France au XXIe siècle. C'est un autre domaine, c'est plus spécifique, mais il existe. C'est raccord avec ce dont on a parlé. En tout cas, on n'était pas complètement éloigné. Voilà. Je crois qu'on a dit plein de choses intéressantes. Merci beaucoup. Merci Coralie. Merci aux étudiants. Merci à vous, cher président des conférences. Merci beaucoup, Jean Jouzel. Merci Gilbert. Et puis que l'avenir soit plus radieux, plus vert, en tout cas. Merci. À très bientôt. Voilà, on est bien dans les temps.